Alors déjà, bonjour à tous. Je mets mes lunettes parce que vous savez que j'ai un certain âge maintenant et que donc j'ai besoin de lunettes pour lire mes notes. Bon, vous pouvez voir aussi que nous avons récupéré le micro de Monsieur Bourdin qui est en train de se faire virer de RMC, je crois. Voilà, c'est une petite prise de guerre. Donc comment se passe le déconfinement ? Moi, vous savez que je suis à moitié en Suisse. En Suisse, il y a eu très peu de confinement, donc très peu de déconfinement, ce qui fait qu'on vit presque tout à fait normalement. Et quand j'arrive en France, je vois encore qu'il y a toute une guignolade en place, assez inexplicable, quoi. On a l'impression que le pouvoir ne veut pas que la société et l'économie redémarrent. Il y a vraiment une volonté de continuer à nous pénaliser sur le plan des libertés et à nous pénaliser sur le plan de l'économie, parce qu'il y a ces deux dimensions-là. Et surtout, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens quand même qui portent des masques. Il faudrait vraiment faire catégoriser les gens qui portent le masque, les gens qui ne le portent pas, parce que les gens qui portent le masque, ce sont les cons. Enfin, faut le dire, c'est les abrutis. D'ailleurs, je vais quand même préciser un truc sur le masque. On a tout dit sur le masque. Au départ, on nous a dit qu'il y en avait pas, qu'il en fallait pas. Après, qu'il y en avait, mais qu'il en fallait pas. Après, qu'il en fallait, mais qu'il y en avait pas. Et maintenant, il en faut et il y en a, en gros. Or, si on réfléchit, le masque, c'est utile pour quand on est malade soi, pour pas contaminer les autres. Quand on n'est pas malade, porter un masque, ça ne sert à rien, c'est même pas très bon, puisqu'on régurgite du gaz carbonique à tout va, on s'affaiblit, sans compter la gêne. Et d'ailleurs, sur les paquets de masques, il y a aussi marqué, vous avez vu, ça circule sur Internet, que ces masques n'arrêtent pas les virus. C'est marqué en toutes lettres dessus. Donc voilà, en fait, ça pourrait vraiment être un symbole. Les masqués aujourd'hui sont vraiment des cons. Et après, c'est assez marrant de voir ceux qui se masquent et ceux qui se masquent pas. Je veux pas aller plus loin, mais ça pourrait, si Lapierre était encore performant, il pourrait là, puisque sa spécialité c'est quand même le micro-trottoir, c'est ce qu'il savait faire, c'est d'aller interroger les gens qui portent encore des masques et leur demander pourquoi ils portent encore des masques. Ça serait intéressant. Je vais peut-être mettre le masque, non ? Je sais pas. Je mets le masque, non ? On est quand même dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Par respect pour les gens. Enfin, il y a quand même un intérêt au masque, j'ai remarqué hier dans la manif, on en parlera, c'est de masquer votre identité. Ça peut être pas mal pour les braqueurs, les délinquants, ceux qui veulent pas être trop bien filmés par BFM Télé et trop sur les photos des renseignements généraux. Le problème de la manipulation idéologique, c'est qu'après, il y a le recul, et avec le recul, on accède quand même à certaines, je dirais, vérités. On tend vers plus de vérité. C'est simple. Aujourd'hui, avec le recul, on est à peu près sûr que Lee Harvey Oswald n'a pas tué tout seul pour des questions psychologiques John Fitzgerald Kennedy, par exemple. Voilà. Et là, pour le coronavirus, malgré les zones d'ombre, les incertitudes, même moi, j'ai proposé plein de pistes. J'ai essayé de produire une vision globale, synthétique et donc dialectique de tout ça en fonction des éléments qu'on avait. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le recul, on a comme quelque chose qui s'approche de la réalité statistique. Pour ça, c'est simple, on a Raoult qui, je le rappelle, est un virologue statisticien. C'est pas comme Montagnier qui est un type qui travaille le virus en laboratoire. Lui, c'est un épistémologue, d'ailleurs, il le dit, c'est un sociologue du virus. Et il nous a tout dit sur ce qu'était une épidémie, une pandémie, ce qu'il n'y avait pas de rebond. Il nous a montré les courbes en cloche. Je remarque d'ailleurs qu'il est toujours autant attaqué, en gros, où on essaye en gros de le récupérer. Il y a les deux trucs, récupérer, là il y a Onfray, attaquer BFM, on verra toujours BFM. Mais après, il y a eu d'autres études chinoises qui ont montré que ça avait peut-être des effets non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières, oui, mais pas les dernières. Non, écoutez... C'est pas trop optimiste quand on sait que laissez-moi répondre à une question, protection est provisoire. Ne m'interpellez pas. C'est une interview, c'est notre travail. Ensuite, télévision israélienne, faut quand même le rappeler. Raoult c'est un peu toujours les miracles qui se passent. Un espèce de Gaulois réfractaire qui est à Marseille, c'est un symbole, qui fait son travail jusqu'au bout et arrive à communiquer grâce d'ailleurs à Internet. On voit qu'au départ, il joue la carte YouTube. Il a à peu près tout dit, il avait tout annoncé, il est à peu près tout bon. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole, donc ils se fixent que la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Et la conclusion, c'est que on a confiné, on va dire le monde entier sur des prévisions ultra alarmistes et ultra catastrophistes qui se sont avérées fausses.
Alors on voit qu'il y a un Anglais qui est pointé du doigt, et donc des erreurs qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des mensonges liés à de la corruption. C'est-à-dire des gens qui sont financés par les réseaux Bill Gates, donc l'OMS, réseau mondialiste. Alors mondialisme par la santé, puisqu'il y a le mondialisme par l'écologie, le mondialisme par la santé. On voit que le mondialisme par le mondialisme bénéfique, gagnant-gagnant, la mondialisation heureuse qu'on nous vendait il y a 20 ans, ne peut plus fonctionner parce que ça a pratiquement que des effets négatifs, et qu'aujourd'hui on nous vend et on nous force à accepter la marche en avant mondialiste par de la menace et de la terreur, c'est-à-dire l'écologie, le réchauffement climatique, et puis là le virus, la pandémie. On voit à chaque fois qu'on est sorti du politique et du politico-économique pour nous faire accepter quelque chose qui en dernier lieu est politico-économique, et qui est effectivement la domination de l'oligarchie. Et donc la conclusion, c'est que les statistiques de morts et de contaminés ne correspondent pas du tout aux prévisions alarmistes qui prétendaient justifier cette mise en quarantaine des peuples et de l'économie. C'est ça le constat. Les chiffres ne sont pas là. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%, et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Alors il y a encore des gens qui sont dans le combat d'arrière-garde qui disent oui, mais si les chiffres ne sont pas là, c'est parce qu'on a confiné. Alors là, après, on a les études comparées de ceux qui ont beaucoup confiné, de ceux qui ont un peu confiné, de ceux qui n'ont pas du tout confiné. Et ce qui est certain, c'est que ceux qui ont beaucoup confiné ont plutôt les moins bons résultats. Et puis surtout, même si on dit qu'ils ont empêché la propagation du coronavirus, en bloquant tout le système hospitalier, en confinant les gens chez eux, les dégâts qu'on n'a pas encore mis en avant, mais il faudra le mettre, c'est qu'ils ont permis toutes les autres pathologies de se développer. Il y a des gens qui n'ont pas pu être opérés de maladies, qui n'ont pas pu être soignés, puisque les hôpitaux ne prenaient en gros personne. Les médecins n'ont pas pu recevoir de patients. Donc il y a, en dehors de l'escroquerie du corona que j'ai déjà développé dans 2 vidéos, il y a en fait que ça a permis la prolifération de toutes les autres maladies et ça a empêché l'accès aux soins de tous les autres malades. J'ai lu dans François un article qui faisait le bilan catastrophique du confinement sur tous les plans, ce qui est assez incroyable, en disant que c'est une catastrophe de A à Z. Et immédiatement après, j'ai vu un autre article, parce que je regarde ce qui se passe dans la presse, qui disait que le pouvoir suédois se repentait de sa stratégie du non-confinement. Quand je suis allé creuser un peu, c'est pas vrai. Ils se font attaquer et ils se défendent. Et ça me fait penser aussi à la chloroquine. Je vois encore, j'ai regardé BFM TV hier, il y avait encore des bandeaux. Maintenant que la disqualification de la chloroquine par le Lancet a été éventée, et là on voit bien qu'on est dans de l'escroquerie, ils ont relancé un autre truc venu d'ailleurs, et sur BFM, il faut vraiment qu'ils aient des intérêts très forts pour continuer jusque-là, malgré je dirais presque le danger pour leur audience. Ils continuent à attaquer la chloroquine et Raoult. Ils continuent. C'est-à-dire qu'il y a encore des escarmouches et une guerre d'arrière-garde sur oui, le confinement c'était bien et non, la chloroquine ça marche pas. Malgré le scandale du Lancet qui jette le trouble sur ces résultats. Oui, c'est un scandale qui reste à éclaircir, données obscures, peut-être frauduleuses, et qui secoue durement la presse et la communauté scientifique. Mais non, ça ne change rien à l'évaluation de l'hydroxychloroquine, parce qu'avant celle du Lancet, une vingtaine d'études avaient conclu la même chose, pas ou peu d'effets et pas de bénéfices. Et puis la dernière, la plus importante, on l'a appris il y a 2 heures, le vaste essai britannique Recovery, plus de 1500 malades tirés au sort dans 175 hôpitaux du Royaume. Conclusion, pas d'effet bénéfique sur les malades du Covid. On voit que l'oligarchie et ceux qui sont au service de l'oligarchie ne veulent quand même rien lâcher. Ce qui veut dire que y a un enjeu bien plus profond que la médecine. Je crois que vraiment ils sont au bout de leur rouleau de domination et ils savent que c'est les périodes où le pouvoir est le plus brutal, c'est toujours le moment qui précède le moment où il va perdre le pouvoir, si on regarde bien l'histoire. Et là, ils sont d'une brutalité stratégique, je veux dire, et même d'une brutalité intellectuelle et voire au-delà, qui est la marque d'une panique. Et puis il y a un 3e tweet, fin du Raoult, charlatan démasqué.
Pardonnez-moi, oui. C'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Donc, plus ça va aller, plus on aura le recul, et plus on saura que rien n'était justifié de cette mise en quarantaine des personnes et de l'économie. Et il va falloir que le pouvoir, je dirais, tienne par rapport à ça, parce que tout ça, effectivement, produit une montée de colère, une montée d'insoumission. Sur deux niveaux, c'est vous nous avez menti, vous nous avez enlevé nos libertés, hein, c'est très important. Vous nous avez même menacé, collé des PV, etc. Parce qu'il y a l'aspect enfermer et punir. Hein, rappelez-vous les écrits de certains aux auteurs de la French Theory des années 60-70. Et puis surtout, ce dont on va parler après, je crois, c'est la destruction de l'économie et de l'économie réelle. Hein. On voit bien que ce qui a été détruit en France par ce travail de confinement, c'est ce que j'appellerais l'économie libre. Et c'est l'économie libre qui fait les hommes libres, hein, en régime libéral, c'est quand même le cas. Et c'est ça qui a été attaqué, ce qu'on appelle les TPE, PME. Hein, c'est ça qui a été attaqué très violemment. Sans compter qu'ils n'ont toujours pas le droit de retravailler, hein, quand on regarde les restaurateurs et d'autres. En banlieue parisienne, Jean Terlon ne rouvrait lui les portes de son établissement que vendredi. Le gérant craint déjà de voir refuser des clients car la moitié des tables sera condamnée pour respecter 1 mètre de distance. Avec ces contraintes impossibles selon lui de relancer pleinement l'activité, l'entreprise a déjà perdu 90 000 € de chiffre d'affaires. Et il n'y a pas que dans les restaurants que ces mesures posent problème. Sur les chantiers, difficile de faire respecter 1 mètre de sécurité. Même chose dans certaines usines. Ils sont toujours maintenus dans la dèche économique, dans l'endettement, alors qu'on était déjà dans une période pas favorable. Donc on voit vraiment une volonté jusqu'au bout de casser les reins des PME, TPE, c'est-à-dire en fait de la petite et moyenne bourgeoisie, je dirais pas blanche parce que je veux pas rentrer dans l'identitarisme, en fait oui, le casser l'homme libre, et l'homme libre en France qui est on va dire le petit blanc entrepreneur, hein, qui est, je le rappelle, la classe productive, la classe consciente, je veux dire de la vraie conscience, la conscience par la pratique économique, et la classe indépendante, c'est-à-dire rétive à l'autorité. Et là, il faudra bien rappeler le mensonge qui est de dire que la classe révolutionnaire, c'est le prolétariat. Le prolétariat, c'est le salariat ouvrier. Le salariat est une infantilisation et comment dirais-je, une dépersonnalisation d'une certaine manière. Hein. On peut étudier le marxisme, l'a bien démontré. Et quand on lit même Lénine, il dit bien qu'on ne peut arriver à une révolution que quand on arrive à adjoindre la classe moyenne au prolétariat en colère et en souffrance. La révolution sociale en Europe ne peut pas être autre chose que l'explosion de la lutte de masse des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement. Sans cette participation, la lutte de masse n'est pas possible, aucune révolution n'est possible. Le prolétariat, la différence, c'est qu'il est manipulé par des agitateurs politiques, des leaders syndicaux, qui sont d'ailleurs, je l'ai bien démontré dans Comprendre l'Empire, et c'est pas un secret, qui sont historiquement souvent issus de la moyenne et petite bourgeoisie juive cultivée ashkénaze. Vous remarquerez que c'est exactement ça en France toujours. Alors que la classe moyenne, elle, est autonome. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de leader de la classe moyenne qui viendrait d'en dehors de la classe moyenne. Et récemment, on a remis en ligne une vidéo très importante d'un personnage dont on ne parle jamais et qui a un peu disparu et pour lequel j'ai un très grand respect, qui est Gérard Nicou. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, a incarné, après Pierre Poujade... Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas, avec le tien? Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu te mettre dans la communauté française. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé, et tu es resté là, dans ta secte. Poujade, c'est l'immédiate après-guerre, hein, les années 50, et Nicou, c'est les années 70. La défense des TPE, PME, ce qu'on appelle les petits commerçants, ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, qui est toujours insultée d'ailleurs par les marxistes qui mènent un combat. Hein. On insulte toujours le petit bourgeois, alors que le petit bourgeois, il est incarné au cinéma et dans l'esprit français par Audiard. Hein. C'est l'esprit Audiard. Hein. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés.
c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est le français, hein, voilà. Ce Nicou défendait les PME, TPE, hein, les petits commerçants, et il a subi des violences incroyablement supérieures à ce que subissent les cadres de la CGT ou ce que subit le mouvement ouvrier qui est totalement encadré. On voit très bien que tout ça est ritualisé. CGT, patronat, réunion, manif, nation, Bastille, République. Si la CGT appelait une grève générale, par exemple, une grève ça générale, ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'on peut... sur quoi? Et alors que Nicou, c'était de la vraie révolte, avec notamment s'attaquer à la fiscalité, à la surfiscalité des travailleurs productifs, des petits entrepreneurs. Ça, on voit bien, la violence fiscale montre bien à qui on s'en prend, qui produit la richesse, où on va la chercher et qui on persécute. Hein, en régime bourgeois, la persécution, c'est la persécution fiscale. On vient me voir dans mon café, un petit café, vous l'avez vu, et le soir, les volets fermés, on discute. Et on commence à me dire, tiens, on est allé, parce qu'à l'époque, on est allé sur tel chantier, on a piqué 5-6 bâtons de dynamite, est-ce qu'on peut s'en servir? Ah oui, pas de la perception, là, une perception qui nous a... Ah ben, allez-y, boum! Et ça va faire boum, un peu de partout. À tel point qu'à Lyon, on battra les records, 9 perceptions dans la même nuit. Nicou organisait des attaques commando pour s'en prendre aux perceptions là où sont les dossiers d'impôts, les brûler, etc. Qu'il a subi un nombre d'incarcérations. Il a fait de la prison, il s'est fait casser la gueule, il a été diabolisé comme jamais. Il faut bien rappeler en fait que la classe révolutionnaire, c'est la classe moyenne et la classe moyenne entrepreneuriale. C'est elle qui produit la richesse. C'est elle qui a la conscience politique qui vient du travail, hein, on va dire, qui n'est pas une conscience indirecte de manipulation par des intellectuels, que ce soit envers la jeunesse, les étudiants ou les travailleurs. On voit qu'on a d'abord commencé par encadrer les travailleurs, puis après les jeunes, puis après d'ailleurs les femmes. Enfin voilà, on a dégringolé. Et puis récemment encore les immigrés et les gens de couleur. On voit bien hein, qu'il y a différence entre autonomie et domination et encadrement. La classe moyenne est autonome, elle est rétive au pouvoir, elle est la classe des hommes libres, parce que c'est la classe de l'économie libre, et elle produit la richesse, et elle est la classe persécutée en réalité par le pouvoir parasite via la fiscalité, puisque la classe moyenne produit la richesse, et on va dire l'État profond, hein, l'oligarchie, les élites, sont purement parasitaires. Je rappelle que tout le personnel politique, qu'il soit de gauche ou de droite, sont des gens, on peut prendre d'ailleurs aussi bien Mélenchon que à droite Macron. À Macron, c'est un prédateur bancaire, hein, ça produit aucune richesse, à part l'avoir aidé à liquider Alstom, volé Alstom, il sert à rien. Quant à Mélenchon, c'est un professionnel de la politique qui n'a jamais mis l'ongle d'un pied dans le monde du travail. Hein. Il ne fait qu'en parler du travail. Hein. Comme quand il parle de la classe ouvrière. Hein. Il a fait que d'abord la trahir, puis la regarder, et puis en dernière instance essayer de la manipuler, et il n'y arrive même pas d'ailleurs. À gauche, avec la casquette, un syndicaliste de Sud. On a vraiment un problème avec l'ancien ministre. Moi, j'ai un problème avec les cons, en général. Il y a un instinct. Voilà. Donc, quand je regarde tout ça, je vois que je me souviens de Gérard Nicou. Je croyais qu'il était mort. Il est toujours vivant. Et c'est vrai que je vais rappeler une anecdote avant d'oublier. À un moment donné, à l'époque où il y avait les Restos du Cœur, c'est-à-dire où Coluche, par manque de culture politique, s'est fait manipuler par Romain Goupil et au-dessus de lui par Attali pour mettre en place les Restos du Cœur qui accompagnaient en fait la mise à la casse des ouvriers de l'industrie française, hein, c'est-à-dire du charity business pour cacher de la casse sociale d'État. Coluche avait fini par comprendre qu'il s'était fait entièrement avoir et avait tourné le dos à Goupil pour se rapprocher de Gérard Nicou. Coluche se rapproche du premier des râleurs. À l'époque, Gérard Nicou et son syndicat, le Sidunati, remplissent des stades. Ils représentent une France réactionnaire, loin, très loin des idées de Coluche. Pourtant, l'humoriste décide de le voir. Le rendez-vous a lieu un soir, chez Coluche, juste après le spectacle. Puis après, on est rentré dans la conversation, et là, il est arrivé beaucoup de monde. Et ce monde m'a ignoré totalement, parce que je crois qu'il ne les a pas prévenus. Alors, il était surpris, j'étais chez Coluche, je n'avais pas trop crié, c'était lui qui m'avait invité. Mais on sentait très bien que c'était froid, hein, qu'il se demandait ce que je faisais là. Gérard Nicou représente les petits commerçants et une révolte contre le fisc et l'emblème de ce qu'est le populisme.
Où vous avez vu que les manifestations représentaient le peuple? Nous, on est le peuple et nous, on détient la vérité du peuple. Mais ils détiennent leur vérité à eux de propriétaires de maisons Phoenix, de propriétaires de bagnoles. Et comme par hasard, il préparait un one-man show en septembre très politique, où à mon avis il avait compris beaucoup de choses sur les manipulations, ce à quoi il avait servi, et les menaces qu'il avait subies avec de la mort, mort de son intendant, je crois, ou de son régisseur. Ça n'a rien à voir avec votre récente déclaration, votre récente candidature aux élections. J'espère que non. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Pourquoi tout d'un coup? Moi je crois plus... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous croyez? Moi je crois qu'il s'est fait attaquer, on lui a pas retrouvé son portefeuille. Je crois qu'il s'est fait... Évidemment, 2 balles derrière la tête, ça ressemble à une exécution. Je pense qu'il voulait régler ses comptes. Il était en contact avec Nicou, qui avait dû lui expliquer beaucoup de choses sur la réalité profonde de la politique française, ce qui était dangereux, ce qui ne l'était pas, ce qui était significatif et ce qui l'était moins. Et je crois que ça peut être aussi une des raisons de sa mort, car je le répète ici, j'ai la certitude que Coluche a été assassiné. Il ne peut pas voir ce camion en pleine manœuvre devant un camping. Le 38 tonnes coupe complètement la route. Tout de suite, je me suis posé la question. C'est improbable, ce camionneur, ce qu'il a fait, il nous a vus, fatalement. Parce qu'il est placé haut, que c'est une ligne droite, et juste quand Michel arrive à son niveau, tac, la cabine... fait ça devant lui et il peut pas l'éviter. Un choc très violent qui le projette sur l'avant du camion. Coluche meurt sur le coup. Ce camion, il transporte des gravats pour les mettre dans le pré. Quand je fouille dans les affaires de Jean, je trouve le jugement. Sur le jugement, il y a un truc, personne l'a lu, mais ça vaut le coup d'être dit quand même. Personne l'a lu. Les gravats provenaient de la gendarmerie. De Grasse. De Grasse. Donc des gravats de la gendarmerie, un camion qui vient tout droit comme ça, et paf, qui fait ça pour rentrer dans un pré. C'est un assassinat d'État comme il en a été de Bérégovoy. Ça correspond effectivement à un moment donné où la gauche était allée tellement loin dans la trahison de ses promesses de départ, et ça posait tellement de problèmes presque en interne qu'il fallait faire le grand ménage. On voit que le 2e septennat Mitterrand, ça a quand même dégagé sévère. Voilà. Pour continuer à analyser, le coronavirus a servi à mettre à genoux la classe moyenne française, parce que l'État profond a compris, comme je l'ai compris moi, qu'après les gilets jaunes viendront nécessairement les gilets bruns. C'est-à-dire qu'après la colère populaire on va dire des gens qui ont été sortis de l'économie, qui sont plutôt du prolétariat relégué et du sous-prolétariat, qui sont en souffrance et en colère, mais moins dangereux, parce que il y a après la colère de la classe moyenne, parce qu'effectivement, la classe moyenne des TPE, PME, de toute façon, est dans le collimateur de l'oligarchie mondiale et de l'État profond. On voit bien qu'il y a une logique de concentration du capital, il y a une logique de surfiscalité. La logique du pouvoir oligarchique terminal, qui d'ailleurs correspond aux analyses de Marx, c'est d'abolir totalement la classe moyenne, qui est l'économie libre et l'homme libre, pour qu'il ne reste plus que en haut, on va dire l'hyperclasse du capital mondialisé, c'est-à-dire la très grande bourgeoisie, on verra qu'elle est très marquée, et puis en bas, ce n'est même plus le prolétariat, parce que ça, j'avais encore un coup de retard quand je parlais de salariat généralisé. Je voulais dire encore plus simplement, en haut, ça sera les GAFA, c'est-à-dire, on va dire les États profonds, et en bas, ça sera quoi? Les nègres à vélo de Uber, voilà. Et entre les deux, rien. C'est-à-dire qu'on supprime la classe moyenne. C'est le seul moyen politique pour que l'oligarchie mondiale puisse aller au bout de sa dictature. Sinon, elle va se prendre la classe moyenne dans la gueule. En Italie, on le sent déjà monter. En Angleterre, avec le Brexit, c'est sans doute ça aussi. Et que je crois que là, on est dans une stratégie qui s'appelle la guerre préventive, et qui est une spécialité communautaire aussi. Je rappelle, c'est ce qu'on appelle le syndrome pré-traumatique. Quand Gilad Atzmon le décrit en lisant l'Ancien Testament, et notamment Esther, n'est-ce pas? Et c'est ce que Kouchner nous a vendu, déjà par les French doctors. Le devoir d'ingérence, puis le droit d'ingérence. Ingérence humanitaire, et puis guerre préventive. Ça a marqué comment on se servait déjà du temps des French doctors, qui sont ni docteurs ni French, quand on réfléchit bien à ce qu'a incarné Kouchner. C'est d'aller botter le cul des insoumis sous un prétexte au départ humanitaire. Pour un médecin, il est intolérable, et pour tout homme de bonne volonté, intolérable qu'une frontière limite l'intervention auprès des autres hommes. Et nous disons
qui doit s'ajouter un paragraphe demandant que des organisations privées puissent intervenir auprès des hommes qui souffrent, des hommes, des femmes, des enfants, human rights. Se faire passer pour de la gauche gentille alors qu'on est de la droite méchante, c'est aussi un marqueur communautaire très puissant qu'on retrouve à peu près systématiquement dans les textes qui soient anciens comme dans les stratégies récentes, hein, d'hier et d'aujourd'hui et sans doute de demain. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une fête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fous, vous croyez n'importe quelle connerie. Donc tous les témoignages des combattants de l'UCK qui ont dit avoir transporté des corps en Albanie jusqu'à la maison jaune. La responsabilité du con. Et vous n'étiez pas en poste à ce moment-là? En poste au Kosovo et pas en Albanie. Ah, bien sûr, et les gens ils n'ont pas été pris au Kosovo. Comment vous faites pour dormir? Vous êtes un... Il est évident que cette classe moyenne qu'on est en train de détruire, elle va subir le même sort que le prolétariat qui a été mis au RMI puis au RSA. Et je rappelle que c'est Rocard qui nous avait vendu ça, et que la gauche est toujours là pour nous vendre ces saloperies de droite. Parce que qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse de la surveillance des armes, etc., aucune des agences spécialisées des nouvelles autorités n'a les pouvoirs nécessaires pour traiter les problèmes au niveau de l'ampleur où ils ont mondialement. C'est vous les patrons. Vous n'avez pas de substitut. Vous êtes la seule expertise par rapport au pouvoir en connaissance du monde extérieur à ce qui s'y passe. Et l'urgence, c'est qu'il va falloir finir par tomber d'accord pour dire les souverainetés nationales ont dépassé leur stade d'efficacité. Elles entrent dans la période de la nuisance. Là, vous verrez que quand on va mettre la classe moyenne ruinée au revenu universel, au moins la moitié, c'est pratiquement prévu, il y aura toute la gauche crétine, la gauche à catogan, pour nous dire oui, c'est bien parce que le revenu universel, c'est la fin de l'idéologie du travail, c'est la décroissance. Il faudrait que le revenu de base, que le revenu minimum distribué à tout le monde sans condition et à vie, permette de ne pas travailler. Permette de dire non, votre travail dégradant, douloureux, inutile, pénible, chiant, ennuyeux. Il faudrait que ce travail-là, on puisse le refuser. Les humains ne sont pas oisifs par nature. Les humains sont actifs par nature. Libérez-les de la malédiction d'avoir à gagner de l'argent à tout prix en se soumettant à la domination du maître qui a de l'argent et qui est distributeur et qui va vous faire travailler à son profit. Libérez-vous de ça. Vous allez rendre possible ce qui vous grandit, ce qui, à votre avis, vous grandit. Vous allez pouvoir enfin faire ce qui vous semble beau et bon. Et là, on voit tout le travail qui a été mis en place dès le Club de Rome pour nous vendre effectivement l'effondrement économique comme une stratégie de type écologiste. C'est-à-dire que le revenu universel, effectivement, ça sera bien, ça sera la fin de l'idéologie du travail, les gens pourront faire autre chose. En fait, ils pourront sombrer dans l'alcoolisme et rester chez eux à regarder la télé, puisque là, on leur filera peut-être des abonnements gratuits à Netflix. Pour André, le temps s'est arrêté en 1996. Cette année-là, à cause d'un problème de santé, il perd son emploi de magasinier. Après 13 ans de maison, suivent le chômage, puis le RMI. Un travail, ça me permettrait de sortir de l'ornière. Ça me permettrait d'avoir une autre vie, une vie meilleure. Vous préféreriez une augmentation du RMI ou un emploi? Ah non, l'emploi, effectivement. Je rappelle que l'homo sapiens, c'est l'homo faber, et que, rappelez-vous, ce magnifique slogan Arbeit macht frei, le travail rend libre. I mean, that's one of the things the Jews hated so much about Hitler's concentration camps. When you go into the camp, there was a big sign that Arbeit macht frei, which means work makes you free. And the Jews don't believe in that. They believe you do all the work and they get all the benefits. They hate work. This is the real problem with the Jews. They don't like work. Un homme n'est un homme que s'il travaille. Et quand je dis travail, c'est un métier dont je parle. C'est pas un boulot. C'est pas ce qu'a donné le Fordisme, le Taylorisme, le travail à la chaîne, le travail de bureau du tertiaire. C'est un métier. C'est-à-dire un homme s'accomplit parce qu'il sait faire quelque chose et qu'il le fait. Si vous lui donnez juste de l'argent pour attendre la fin des temps en regardant la télé, vous en faites un dépressif, voire un suicidaire, et vous détruisez
sa qualité d'homme, vous détruisez sa dignité. Hein. On porte atteinte à la dignité humaine, là. C'est une mesure de démagogie. Elle est plus facile que de créer les conditions économiques qui donneraient aux Français ce qu'ils demandent, c'est-à-dire du travail. Parce que la ressource garantie, même si elle est à 2000 francs, je crois que c'est la proposition qu'ont faite les socialistes, c'est encore la misère organisée, la misère matérielle et la misère morale. Parce qu'il y a dans l'exercice d'une profession, dans un métier, un élément fondamental de dignité. Hein, donc il faut défendre le travail, mais le vrai travail. Un travail, c'est un métier. Qu'est-ce qui est un métier, qu'est-ce qui ne l'est pas? On voit d'ailleurs que dans nos sociétés post-industrielles mondialisées, beaucoup d'emplois ne sont pas des métiers, notamment tout le tertiaire, le bureau, les services, etc. Et que ça génère une catégorie de gens, puisque ça transforme fondamentalement les gens, qui sont les mêmes qui portent encore des masques aujourd'hui alors que c'est plus nécessaire. Ça produit des esclaves et des abrutis. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et des névrosés et des névrosés, je veux dire, haineux, coléreux, hein, pas des gens épanouis. Quand vous regardez un paysan fier de sa terre, un artisan qui maîtrise la menuiserie et qui vous montre la table qui vient de finir, hein, vous êtes face à des êtres humains qui maîtrisent quelque chose. On parle des compagnons. Je me rappelle quand j'ai regardé récemment un documentaire sur les gens qui sont en train d'essayer de reconstruire Notre-Dame à l'identique. D'un seul coup, j'avais l'impression de voir la France de Saint-Louis. Il y avait que des compagnons du Tour de France, des tailleurs de pierre, etc. Les mecs avaient des physiques, des regards, une manière de s'exprimer. C'était la France. Hein, c'est pas du tout les gens qu'on interviewe sur BFM TV. Hein. Moi, j'ai une chance inouïe. J'ai un métier, quand d'autres ont un emploi. Vous savez, un emploi, on peut le perdre. Mais un métier, on peut jamais le perdre. Et donc cette France existe encore. Cette France du travail et cette France des métiers. Et c'est la France de Gérard Nicou. C'est la France des PME, TPE, des gens qui sont maîtres de leurs moyens de production, qui sont leurs propres patrons, qui quand ils ont des employés, c'est à échelle humaine, ça s'appelle TPE, PME, c'est des vraies relations humaines assez saines, pas comme sont les systèmes d'État ou les multinationales qui sont exactement la même chose, où il y a que du parasitisme, de la rivalité psychologique horizontale, de la soumission de petits chefs et de la névrose. Rappelons-nous les vagues de suicides à Orange, hein, c'est-à-dire quand on a restructuré quelque chose qui au départ était le métier de facteur. Revoyons le film Jour de fête, hein, de Jacques Tati, pour voir comment on a fait du facteur qui était un personnage. Il y avait le curé, hein, il y avait le facteur, il y avait le garde champêtre, hein, avec leurs uniformes et leurs fonctions, le facteur cheval. Il y a plus de 100 ans, à une trentaine de kilomètres de Romans-sur-Isère, dans le village d'Autrive, un homme a décidé d'arrêter de rêver et de réaliser ses chimères. Ce n'était ni un magicien, ni un fou, mais le facteur du village. Et derrière cette rue s'élève le chef-d'œuvre qu'il a mis plus de 3 décennies à construire, le palais idéal. Et tout ça a commencé de manière incroyable. Un jour, après avoir trébuché sur un bout de roche, le facteur décide de construire un palais fait entièrement de petits cailloux. Il commence alors à ramasser des centaines de pierres et les empile dans son potager. On remarque une chose importante, le facteur était fier de dire que c'était son œuvre à lui, travail d'un seul homme. Il était très mégalo, il était très fier de son œuvre et il voulait vraiment dire qu'il ne s'était fait aider de personne. Et regardez ce qu'on en a fait aujourd'hui. Hein. C'est là où Charles Gave a du mal à comprendre que le libéralisme et la maîtrise même des mécanismes du libéral fait pas de vous un penseur politique. Hein. Au contraire, ça fait de vous un handicapé. Donc on a arrêté l'économie. Pourquoi ? Mais il y a peut-être des arrière-pensées. Quelles arrière-pensées? Quelles arrière-pensées? Mais je vois pas qui gagne dans arrêter l'économie comme ça. Je veux dire, c'est après ça, c'est quand même un... Charles Gave, il est persuadé que c'est des dysfonctionnements de libéraux qui n'ont pas bien compris comment il fallait être un libéral qui fait bien marcher le libéralisme. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut... très longtemps, le monde a fonctionné sans ministère de l'économie et sans ministre de l'économie, et l'économie n'était même pas une catégorie autonome et n'existait même pas comme catégorie. Hein. Voilà. Je rappelle à Charles Gave que les pyramides ont été construites sans que l'économie comme science ou comme discipline autonome existe, et plus près de nous, le château de Chambord. Hein. Il faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu. À un moment donné, il y a des catégories et des maîtrises qui sont peut-être l'inverse en fait de ce qu'elles prétendent être. C'est-à-dire des choses qui vous empêchent de comprendre, pas des choses qui vous permettent de comprendre.
Oui, alors quand on fait une analyse de synthèse, on se dit le peuple français va plus se soumettre très longtemps à l'arnaque du Covid, et on est un peu au bout là de la logique du confinement, qui est, je vous dis, une stratégie de soumission et de destruction de la classe moyenne, c'est-à-dire de l'homme libre, de l'économie libre. Hein, voilà. Et comme par hasard, le lendemain, pratiquement, on est sur à la faveur, on va dire, d'une histoire sordide qui est une bavure policière aux États-Unis, de policiers sur un homme noir. Et ben d'un seul coup, on passe du Covid-19 à la guerre raciale. On n'a pas le temps de respirer. Hein. Et qu'est-ce qui est visé dans cette histoire, une fois de plus? L'homme blanc. La moyenne bourgeoisie entrepreneuriale, qui est effectivement le petit blanc. Hein, celui d'ailleurs qui se fait cracher à la gueule par tout le monde depuis 1969, hein, on va dire. Ah, la France profonde qui se réveille. Allez, vas-y. Ça vient du bas, là. Ça vient du terroir. Il est évident que cette guerre raciale est voulue par les mêmes pour les mêmes raisons. Hein. C'est l'État profond qui l'organise, et ça vise effectivement, contrairement à ce qu'on croit, ça vise effectivement le petit blanc. Hein. Là-dessus, je rejoins les identitaires, à part qu'il n'y a pas besoin de passer par l'identitarisme pour le comprendre. La classe moyenne, le petit blanc, c'est l'homme libre de l'économie libre des pays occidentaux. Hein. Et c'est celui qui pourrait se révolter contre l'oligarchie et l'État profond. C'est pour ça que c'est la cible prioritaire, vous voyez. Alors que même l'État profond est aussi composé de personnages qui sont ethniquement blancs aussi. Hein, voilà. Donc la guerre raciale elle est plus compliquée que si on analyse d'un point de vue racial. Il faut comprendre la guerre raciale d'un point de vue, on va dire, social. Et là, ce que je fais remarquer d'ailleurs, c'est que ce monsieur noir là qui s'appelle George Floyd, n'a pas été arrêté et puis tué, car il a été tué là-dessus. On a bien mis les vidéos, on n'était pas obligé de lui écraser le cou comme ça a été fait. Le coup d'ailleurs, le coup politique et humain de ce geste fait que moi j'aurais des responsabilités politiques aux États-Unis. Le mec là qui a fait ça, je le pends en place de grève, quoi. Je veux dire, voilà, je le mets à mort, hein, pour calmer les choses. Il mérite, hein. Je veux dire, quand on voit ce que ça coûte à l'Amérique, son genou qui se maintient inutilement et stupidement trop longtemps sur ce monsieur Floyd, il mérite effectivement lui une grosse punition, hein, mais pour conneries, voilà, pour bêtise, tu vois. Alors bêtise raciale, j'en sais rien, mais bêtise en tout cas. Alors ce que je veux dire, c'est que ce Floyd n'a pas été interpellé parce que noir. Il a d'abord été interpellé parce que délinquant multirécidiviste fiché, et en plus soupçonné au moment où il interpellait de payer avec de la fausse monnaie. At 7:57 p.m., two employees from Cup Foods confront Floyd and his companions about an alleged counterfeit bill he just used in their store to buy cigarettes. They demand the cigarettes back, but walk away empty-handed. 4 minutes later, they call the police. According to the 911 transcript, an employee says that Floyd used fake bills to buy cigarettes and that he is awfully drunk and not in control of himself. Hein, donc, c'est pas un noir qui a attaqué, c'est un délinquant. Ce qui veut dire que quand les noirs manipulés et bêtes, enfin ceux-là, hein, acceptent de prendre comme symbole de la communauté noire, non pas Farrakhan, mais ce Floyd, ils se tirent une balle dans le pied, et il faut vraiment qu'ils soient très très bêtes et très manipulés pour faire d'un acteur porno, délinquant multirécidiviste, drogué, taulard, leur héros. Aujourd'hui, on ne peut pas marcher dans les rues de Paris, on ne peut pas proclamer justice en France sans avoir une pensée pour la famille de George Floyd. On ne peut pas marcher sans penser à ce visage, sans penser à la mort de ce frère, de notre frère. C'est notre frère qu'ils ont tué. Je le dis, les yeux dans les yeux. Les noirs intelligents que je connais, faites le travail et dites ce que je dis moi, parce que c'est toujours chiant que ce soit à Lugan d'expliquer ce que c'est que la complexité de l'Afrique, et à Soral de faire à chaque fois le sale boulot. Il faut vraiment être très con et très manipulé pour faire de Floyd un héros de la communauté noire. Parce que ça veut dire comme message, voilà, nous les noirs, notre héros, ce qu'on est, on est des acteurs porno, c'est-à-dire des cons à grosses bites, drogués, délinquants, taulards, multirécidivistes. Or, excusez-moi, moi, les noirs que je fréquente et que je connais, c'est pas ça. Contrairement à son meilleur pote qui a fini joueur NBA, lui, sa vie, ça a été une longue liste de condamnations, qui n'empêche pas sa petite amie de le qualifier d'ange envoyé sur Terre. Condamnations dont, bizarrement, aucun média français ne s'est fait la liste. Je vous mets au défi de la trouver sur un média français. Il faut aller sur le site du Daily Mail pour trouver la liste des condamnations de George Floyd. Les médias français n'ont communiqué que la liste des condamnations du policier Derek Chauvin, qui est responsable de sa mort. Donc là, déjà, il y a un double mesure, double poids, double éthique, qui est quand même choquant. Et cette stratégie, qui est une stratégie de manipulation de gauche, hein,
Et gauche, on sait ce que ça veut dire. Quand la gauche n'est pas sociale, ça veut dire en général État profond qui manipule les minorités. C'est ça que ça veut dire, rien d'autre. Et vous verrez que c'est exactement ça. Je dis, normalement, les Noirs intelligents, et il y en a, ne devraient pas accepter de se laisser imposer ce Floyd, que je viens de définir, par justement cette communauté manipulatrice qu'on appelle la gauche, qui adore maintenir les Noirs dans l'indigénat et dans le caïda, on voit que c'est ça, pour pouvoir s'en servir contre les Blancs quand ils en ont besoin et qu'ils veulent pas y aller directement, parce que c'est à ça que ça sert. Rappelez-vous le sort qui a été réservé aux musulmans, qu'on appelait les chances pour la France dans les années 80. Il y en avait que pour carte de séjour et quand il y avait un comique aussi, là, on a oublié, là. Voilà. Rappelez-vous du statut de Smaïn, rappelez-vous du statut du rail, etc. Du jour où ces gens-là n'ont plus été utiles à la communauté manipulatrice, parfaitement incarnée en France par SOS Racisme, et pour ne pas voir le tropisme communautaire derrière SOS Racisme, il faut vraiment le faire exprès. Enfin, je veux dire, c'est même dans un tribunal, excuse-moi, c'est la vérité. Vous pourrez vérifier que, à partir du foulard, et c'est moi, j'avais fait un texte qui s'appelle Ce que cache le foulard en 2002. Depuis les années 70 jusqu'au 21 avril 2002, pour faire simple, le discours dominant, officiel, nous interdisait de nous plaindre des délinquants nord-africains sous prétexte qu'ils étaient jeunes, argument 68, qu'ils étaient différents, argument communautaro-différentialiste, qu'ils étaient pauvres, argument marxiste, et surtout que leur ressentiment légitime leur venait de l'odieuse colonisation française. Or, chose étrange, depuis que le beurre de banlieue n'aboie plus sale français mais sale feuge, pour cause de solidarité imaginaire, comme dirait Alain Finkielkraut, avec les petits Palestiniens de l'intifada, ces mêmes intellectuels français, dont énumérer les patronymes friserait la faute de goût, eux qui nous avaient interdit de nous plaindre, eux qui exigeaient même que nous battions notre coulpe de vilains colons exploiteurs, nous intiment l'ordre, dans autant de médias à la botte, de châtier les vilains beurs, ni jeunes, ni différents, ni pauvres, ni victimes désormais, seulement machos et antisémites. Message on ne peut plus clair, dans la République française, être anti-français ce n'est rien, mais être anti-israélien, c'est impardonnable. Alain Soral, Ce que cache le foulard. Quand ils ont décidé que le musulman, il l'a envoyé au casse-pipe et s'en servir de bouclier et de bouc émissaire, ils se sont retournés à 180 degrés. Et ce qu'ils font aujourd'hui avec les Noirs, ils feront la même chose. Car aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec cette soi-disant combat antiraciste pour défendre Floyd? On voit mis en scène dans le monde entier les pires représentants de ce qui pourrait être la communauté noire. Oh, shit! Sweetheart, is this your car? Did you leave your car to go get some sneakers? What did you get? At least show me what you got. C'est pas Farrakhan qui a adoubé le Floyd là. I don't have no army. I just know the truth. And I'm here to separate the good Jews from the satanic Jews. Et je dis donc, je leur ai dit, c'est un appel que je lance, que les Noirs intelligents dénoncent cette saloperie qui consiste à leur coller comme héros par de la bêtise, de la corruption, ce Floyd, voilà, qui je le rappelle, acteur porno, délinquant multirécidiviste, tôlard et drogué. Je pense que ça suffit. Donc il est temps que vous là, qui organisez les manifestations inutiles, que vous nous laissiez tranquilles, vivre notre vie tranquillement. On en a marre. Moi, quand je marche en route, je me sens mal parce que quand on me regarde en tant qu'Africaine, on associe mon image aux gens comme vous. Alors que je ne suis pas comme vous. Je ne réfléchis pas comme vous. Ça suffit. On en a plus que marre de vous entendre. Fermez-la. Alors, j'ai regardé la manif d'hier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est passé du confinement et du risque du Covid par les réunions, par les réunions de groupe, à d'un seul coup des centaines de milliers de gens collés les uns aux autres dans la rue. Alors, peut-être qu'il y a un projet pour faire en sorte, si on croit l'État profond, que le maximum de Noirs chope le Covid, parce qu'on pourrait être complotiste. Alors, ce que j'ai remarqué, ça va corroborer ce que je viens de vous dire avant.
J'ai regardé cette manif, et là où c'est de l'espoir, il n'y avait pas un adulte noir dans ces manifs, nulle part, pas un adulte. Or, qu'est-ce que c'est qu'un adulte noir ? C'est quelqu'un qui existe par le travail, c'est-à-dire qui a compris, parce qu'il a atteint une certaine maturité, que ce qui le détermine dans la société qui est la nôtre, société capitaliste et société de production, c'est son statut social et sa condition sociale. Il n'y avait pas d'adultes dans cette manif. Il n'y avait que des parasites et des prédateurs. Alors on va rappeler les catégories. Les parasites, c'était quoi ? C'était les jeunes. Les jeunes sont des improductifs, immatures, qu'on manipule politiquement depuis mai 68, et ça a été fait pour chasser le général de Gaulle. Parce qu'à l'époque, il critiquait d'ailleurs Israël. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Et le dollar non arrimé à l'étalon or. Donc on voit très bien que le jeune est un abruti immature, donc socialement un parasite, qu'on flatte et qu'on pousse en avant pour foutre la merde et déstabiliser. Et la première opération, ça a été de chasser de Gaulle en mai 68. Et là, on se rappelle qui était à la tête de ces jeunes, Daniel Cohn-Bendit. En mars 67, avec 60 étudiants, il occupe un pavillon de la cité universitaire pour protester contre le règlement interdisant aux garçons d'accéder après 22 heures au bâtiment des filles. Et là, on est toujours dans la même ingénierie. On a poussé donc des immatures sociaux qui sont des parasites, c'est-à-dire des jeunes, lycéens, étudiants, qui vont à la manif parce qu'en fait, ils n'ont pas assez d'activités de sport et parce que le confinement les avait empêchés de se dépenser. Donc, c'était assez insignifiant. C'était du gamin, bien que le gamin peut être casseur, mais il n'y a pas eu trop de casse. Je suis assez étonné d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, il y avait du prédateur, parasite et prédateur. C'était du délinquant noir, manipulé par Soros via notamment l'association de soutien au gang Traoré, pour bien effectivement montrer que les Noirs, c'est des délinquants de banlieue. Regardez cette histoire de Adama Traoré. Il est mort, c'est tragique, etc. Mais il n'est pas du tout mort par des violences policières. Il s'est enfui. Il avait 17 procédures judiciaires. Il avait fait de la prison. Et là, je rappelle qu'il y a tout autre chose chez les Noirs que des délinquants de banlieue ou c'est-à-dire des prédateurs, puisqu'effectivement on avait du parasite blanc et du prédateur noir dans les manifs d'hier. Voilà. Donc tout ça était de l'ingénierie sociale oligarchique, de la manipulation, qui avait en réalité assez peu de réalité sociale, puisque je vous dis, il n'y avait pas un adulte à ces manifs. J'ai vu 2-3 boomers issus des anciens milieux trotskistes qui essayaient vaguement de refaire leur marché, mais personne ne les calculait. Alors après, on peut s'amuser si on regarde les images. Il y avait ce qu'on appelle des gamines un peu, ce qu'on appelait nous quand les BMW, les Black Magic Woman, qui cherchaient de la grosse queue. Alors en général, elles ont la chair à l'air avec les épaules à l'air et les bras à l'air pour montrer parce que la belle chair blanche attire, et puis un bon gros cul parce qu'on sait qu'il y a la culture du gros cul chez les Africains. Donc il y avait de la Black Magic Woman qui cherche à bouffer du radis noir, il y avait du branleur qui s'ennuie, et puis il y avait de l'immature noir, c'est-à-dire du chômeur ou du semi-délinquant. Malheureusement, quand il y a beaucoup de chômage, on peut passer à la petite délinquance. Ça aussi, il y a un vrai problème. Et là, je rappelle ce que Trump a dit quand il a été élu, c'est que moi, les Noirs, je les respecte en leur donnant du travail. Et ça, c'est le slogan. Today, I want to talk about how to grow the African American middle class and to provide a new deal for Black America. That deal is grounded in 3 promises: safe communities, great education, and high-paying jobs. Every African American citizen in this country is entitled to a government that puts their jobs, wages, and security first. Quand on respecte les Noirs, on fait en sorte que ce ne soit plus des assistés sociaux et des mendiants. Parce que l'assistanat social, ça crée quoi ? Indigénat, caïda. Des leaders, des petits malins à qui vous donnez du pognon. Ça, c'est Baron Noir, c'est Julien Drey, pour qu'ils vous manipulent, qu'ils vous maintiennent les autres. Mais la vraie dignité, je le redis, Gérard Nicou, c'est d'être maître de ses moyens de production et d'être libre par son économie libre. Et ces Noirs libres, ces Noirs conscients, ces Noirs qui ont accédé à la maturité politique en accédant à la réalité du travail, à la production, à l'autonomie économique, qui sont pas dans l'assistanat systématiquement. On parlera du lien des Traoré, qui sont à la fois parasites et prédateurs, les deux. Ces Noirs-là n'y étaient pas, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tombés dans la combine. Les Noirs adultes qui travaillent ne se sentaient pas concernés par cette manipulation raciale et cette incitation à la guerre raciale et à la haine raciale dans lequel BFM a joué un rôle d'incendiaire incroyable à côté de Street Press stipendié par Soros. Sur ce groupe Facebook présenté comme réservé aux forces de l'ordre, des centaines de messages racistes, homophobes ou sexistes. Sous une photo qui montre la foule venue à la manifestation de ce mardi. J'ai un doute que ce soit encore en France. C'est noir de monde. C'est noir de merde. On voit des messages racistes largués des centaines de fois. Et puis,
Il y en a d'autres qui, j'ai envie de dire, regardent et ne réagissent pas, puisque avant la publication de l'enquête sur Street Press, ce groupe n'avait pas été signalé. Ouais, Mollard, je crois, est tout fier d'avoir infiltré la police pour montrer qu'ils étaient un peu racistes quand ils communiquaient entre eux. Je rappelle les centaines de textes de rappeurs délinquants qui appelaient à la mise à mort, à l'agression et qui insultaient la police française et au-delà même le peuple français. Ça, c'était de l'art. Jacques Legendre nous expliquait que c'était de l'art et que c'était la démocratie, etc. Petit rappel des faits, c'était le 14 juillet 95 à la Seine-sur-Mer. Ce soir-là, NTM aurait dérapé. Montrant du doigt des policiers dans la salle, ils les ont injuriés. Les uns parlent d'incitation à la haine, les autres répondent liberté d'expression. André Malraux, confronté à une situation de ce genre, face à des censeurs qui demandaient l'interdiction des paravents de Jean Genet, qui mettaient en cause... Je crois, moi, que les paroles de policiers qu'on nous a dévoilées en ce moment sont la stricte réponse aux injures de ces délinquants rappeurs qui étaient des incitateurs à la violence raciale et à la violence antipolicière. Après, si je veux rentrer dans les détails, j'ai regardé la manif de Paris. Il y avait la manif des Noirs qui était statique à la place de la Concorde et qui était face à l'ambassade des États-Unis qui était bien bloquée. Et là, on a le tropisme du noir français qui rêve d'être noir américain, ce qui est assez triste parce qu'en fait, le statut socio-culturel du noir français est bien supérieur au statut du noir américain. L'homme célébré aujourd'hui par ses 39 pairs sous la coupole de l'Académie française, le poète africain, ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Tous les princes de son temps honorèrent les penseurs et les artistes, mais François Ier les aima. Mais il y a la fascination pour l'American Way of Life et la réussite du basketteur et du rappeur américain. Donc on avait du noir qui insultait le pouvoir américain tout en rêvant d'être noir américain. Donc là, il y a on va dire l'immaturité et la bêtise du black, hein, c'est comme ça qu'ils veulent s'appeler eux-mêmes. Et puis de l'autre côté, il y avait le Champ de Mars, et là il n'y avait pas un noir, hein, il n'y avait pas un noir, moins d'un noir sur 20, et c'était du gauchiste, hein, du gauchiste qui est là, effectivement, pour faire le sale boulot pour les réseaux Soros, et pour inciter à la haine raciale contre le blanc, et contre la police, parce qu'il y a une double opération, hein, contre le blanc et contre la police. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient un slogan, et ils soutenaient, eux, un prénom, Sabri. Alors je lui dis, alors comme moi je suis un petit malin, je lui dis, Sabri, ça doit être un maghrébin, qu'ils ont choisi de mettre en avant pour faire la jonction avec le maghrébin, c'est-à-dire l'arabo-musulman, et le noir. Parce qu'en réalité, dans la réalité historique de l'Afrique, il n'y a pas d'alliance entre les maghrébins, qui je rappelle sont des blancs, même si ce sont des sémites musulmans, et ce qu'il y a en dessous, qui s'appelle les noirs. Je rappelle qu'il y a un énorme racisme des maghrébins envers les noirs. Les maghrébins, qui sont l'Afrique du Nord, n'ont pas du tout envie d'être pris pour des nègres. Je suis sorti pour aller faire une course et j'ai vu 3 hommes, 3 Marocains. Ils m'ont attaqué avec un couteau. Ils ont pris mon téléphone et de l'argent. Kingsley s'estime chanceux de n'avoir reçu que de légers coups de couteau, mais il dénonce un racisme omniprésent. On est confronté à beaucoup de racisme au Maroc. Les gens ne nous aiment pas, nous les Noirs. Beaucoup de choses nous sont interdites. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une femme, tu n'as pas le droit de lui parler. Quand tu es noir, tu ne peux pas travailler, même si tu as les qualifications, même si tu es capable de faire un boulot. Au Maroc, tu n'as pas de travail quand tu es un homme noir. Il n'y a qu'en banlieue, par SOS Racisme, qu'on nous fait croire que sous le vocable immigré, ils marchent tous ensemble comme un seul homme. Avec, je crois que Kassovitz était même allé plus loin dans la haine, où il y avait un noir, un arabe et un juif. Je rappelle que le noir, on l'a jamais revu dans le cinéma. L'arabe, c'est Saïd Tagmaoui, c'est mon pote. Pour faire carrière, il a fallu qu'il se barre aux États-Unis. Et celui qui est passé à la caisse, c'est Vincent Cassel, né Crochon, je crois qu'il s'appelle. Enfin, je veux dire, il est de la communauté aussi. Ceci dit, c'est un camarade, il faisait de la boxe avec Moshe Bretonnel, et c'est un mec très sympa, qui a plutôt tendance à fumer du chichon et à jouer à la PlayStation, et maintenant il fait du surf. Et c'est plutôt un bon gars. Mais je veux dire, le seul qui est passé à la caisse, avec Mathieu Castoavit, c'est quand même celui-là. Et l'idée de la solidarité du noir, du maghrébin et du juif de banlieue est une escroquerie. Une fois de plus, ça n'a pas de réalité. Donc, on avait au Champ de Mars des réseaux blancs de gauchistes, ce que Trump appelle les antifas, c'est-à-dire les états profonds trotskistes, hein, ça renvoie toujours à la même domination, hein, qui essayaient de faire la jonction entre maghrébins et africains,
alors qu'il y en a pas vraiment en réalité. Le maghrébin est beaucoup plus politisé que l'africain, et le maghrébin est plus marqué par un islam assez précis qui n'est pas l'islam du noir, ou parfois d'ailleurs le noir n'est pas musulman, hein, et qu'en fait leur solidarité est un tropisme à limite, on va dire de banlieue, parce qu'ils sont peut-être à peu près dans les mêmes lieux de relégation, mais qui n'a pas vraiment de profondeur, qui s'estompe très très vite. On voit bien d'ailleurs que dans les Black Lives Matter, là, il y avait plutôt plus de petits blancs, ce qu'on appelle les bolos, hein. Alors là, il y a un vrai problème d'ethnomasochisme et de désir de soumission. Mais ça aussi, c'est toute l'idéologie de valorisation du noir. Le noir viril, le noir bon en sport. Parce que là aussi, quand on parle de racisme anti-noir, il faut quand même rappeler que le black, hein, je prends le mot, est, comment dirais-je, valorisé et flatté par les médias dominants depuis 30 ans, comme sportif, comme danseur, comme musicien, comme bête sexuelle, etc., etc. Le diabolisé, celui qui passe pour un con, c'est le doué en sciences appliquées, petit blanc à lunettes. Hein. Voilà, l'ingénieur des ponts et chaussées n'est pas invité dans les émissions pour donner son avis sur quoi que ce soit, alors que c'est quand même lui qui maîtrise la technique qui permet à la société de progrès d'avancer. Hein. C'est-à-dire le viaduc de Millau, vous voyez, ça c'est quelque chose qui incarne la modernité dont on peut être fier. C'est des milliers d'années d'intelligence humaine et française qui sont mises en avant avec de la beauté. Mais c'est pas ces gens-là qu'on demande leur avis sur la politique. C'est à une connasse de chanteuse. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Qui croit qu'elle appartient à une communauté qui d'ailleurs la rejette, hein, si on lui pose, parce que c'est toujours pareil. La différence, notamment effectivement entre on va dire les représentants de la classe moyenne qui parlent au nom d'eux-mêmes et à qui on donne pas la parole, c'est que les autres, tous ces représentants communautaires, non seulement représentent pas la communauté au nom de laquelle ils prétendent parler, mais ont été mis en place, n'est-ce pas, par l'État profond. Hein, vous imaginez bien que Chalgoumi ne représente pas les musulmans. On peut prendre à peu près tous les représentants, hein, musulmans, noirs, femmes, jeunes, etc. Ils sont systématiquement choisis par l'État profond et ils n'incarnent pas, on va dire, leur groupe et pas l'intérêt de leur groupe. Et en général, ce sont soit des stipendiés, soit des imbéciles, soit des guignols, tenus pour des raisons de police, etc., etc. Enfin, c'est toujours la même histoire. Hein. Oui, alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la différence de traitement au niveau de la police, soi-disant raciste et ultra-violente. Alors, faites-moi confiance, moi la police, je la prends dans la gueule systématiquement lors de mes interpellations. Quand j'étais dans la rue, dans les manifs à l'époque où j'y étais beaucoup, j'étais en première ligne, vous pouvez regarder les vidéos, je me les prenais dans la gueule, hein, donc j'ai pas d'idéalisation de la police. Par contre, je sais comme c'est difficile d'être sur le terrain pour un flic en banlieue. Et quand je vois les petits cons de sociologues qui leur donnent des leçons... Qu'on dise bien à tout le monde que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et que, a fortiori, chez les gens qui sont là pour faire respecter la loi, c'est parfaitement inadmissible et que les policiers racistes sont des délinquants. Moi, je dis au petit con de sociologue là qui fait le sociologue pour BFM, tu pars 3 mois avec une brigade là, qui assure la sécurité des banlieues, hein, je parle même pas de la BAC là, mais le flic de base, et tu vas voir ta sociologie comment elle va évoluer, et puis on va voir comment tu supportes nerveusement, parce que je rappelle que le plus fort taux de suicide, c'est les paysans et les flics, hein. Donc, il faudrait quand même rappeler ça. Et puis que ceux qui se plaignent, soi-disant, de la police, comme les Kassovitz... Moi, je pense qu'il faut les désarmer, il faut beaucoup moins d'effectifs, il faut 2 fois plus... Les désarmer, ça va pas les aider. Il faut les aider contre quoi? C'est les premiers à appeler la police quand ça va mal, hein, évidemment. Hein, voilà. Donc, il faut être un peu cohérent. Il n'y a pas de société sans police. La police, de toute façon, ressemble à la France, parce qu'il ne faudrait pas me faire croire que dans la police française, on recrute que des blancs. C'est absolument faux. La police française, elle est exactement le reflet, en fait, du peuple français, et d'autant plus le peuple français que pour être flic, en général, on n'est pas issu de la bourgeoisie. Hein. J'ai jamais vu, moi, un mec qui a fait Sciences Po, un bourgeois, vouloir être flic. Donc les flics, il y a du petit français, et le petit français, il est blanc, maghrébin et noir. Hein. Moi, je peux rappeler que la police, je connais. Il suffirait de sortir la sociologie raciale, la sociologie, puisqu'on n'a pas le droit de le faire, mais on le fait quand même. Hein. Autant être honnête et le faire jusqu'au bout, et voir qu'en fait, la police française, c'est pas des blancs qui tapent sur des noirs. La police française, c'est en fonction des lieux. Des policiers qui ont plus ou moins de mal à maintenir l'ordre, et ça donne effectivement de l'exaspération et des dérapages. Et je rappelle que quand un flic blanc tape sur un noir, il tape pas sur un noir, il tape sur quelqu'un qui est souvent un délinquant, qui a fui son interpellation, qui a résisté et qui a un casier déjà. Donc il est un peu explicable que le flic se comporte pas avec lui comme avec un noir avocat ou un noir musicien de jazz, hein,
ou un noir poète. On va revenir à l'affaire Floyd. C'est pas un noir qui est interpellé seulement, c'est un délinquant multirécidiviste. Alors si on vous dit oui, un délinquant multirécidiviste et un noir, c'est pareil, je dis que celui qui dit ça, c'est lui qu'il faut attraper. Parce que c'est lui l'enculé, hein. Et on voit très bien que cet enculé, ça s'appelle la gauche non sociale, hein. Et la gauche non sociale, je vais pas revenir sur ce que c'est le état profond. Donc je reviens sur mon sujet. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on est infiniment plus précautionneux face aux manifs ethniques. Alors aussi parce que c'est du jeune, hein, c'est du jeune et puis c'est du gamin. Que par rapport aux manifs de gilets jaunes où là c'est du gaulois. D'ailleurs je vais même pas le dire, c'est pas du gaulois, c'est du travailleur en fait. Les manifs de gilets jaunes c'est du travailleur, ce qui fait que c'est pas marqué racialement. Parce qu'en fait dans les manifs de gilets jaunes il y avait beaucoup de Français issus de l'immigration, mais ils étaient pas là en tant que noirs ou maghrébins, ils étaient là en tant que travailleurs en difficulté ou travailleurs au chômage. Nous on souffre, on gagne peu, on paye plein d'impôts, on n'arrête pas de payer et tout est payant. Vraiment aujourd'hui t'as un salaire, avant le 10 c'est déjà fini, t'as plus rien. On vit pas, on survit. Et ce que je vois, c'est que le pouvoir profond a beaucoup plus peur des gilets jaunes, c'est-à-dire des revendications sociales, que des revendications sociétales, qu'elles soient racisées ou de sexe. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à la Gay Pride alors ? La liberté de pouvoir assumer qui j'ai envie d'être, au moment où j'ai envie de l'être. Toi, tu t'es défini comment ? Ah, moi je suis un homme gay qui se sent bien dans le corps d'une femme. L'immaturité politique, c'est de mettre soit la couleur de peau, soit la sexualité avant la fonction sociale. Hein, c'est ça qui définit l'immaturité politique. Donc on voit bien quand c'est manif de LGBT ou manif de noirs, on est dans la même immaturité. Il faut savoir que si aujourd'hui on est là, si moi aujourd'hui je suis là, en tant que femme noire, des personnes se sont battues pour qu'on puisse avoir cette parole. Je suis Kevin Kwadjevi, 31 ans. Je suis aujourd'hui ingénieur et boxeur. Je gère une équipe d'une vingtaine de techniciens. J'ai une vie au bureau parce que je dois planifier les activités. En même temps, j'ai une vie sur le terrain parce que je dois aller rendre visite à mes équipes et voir un peu comment fonctionnent les chantiers. Donc, le traitement est beaucoup plus, je dirais, gentil avec les manifs racialisé qu'avec les manifs sociales. Je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Et en fait, on voit bien par la violence exercée de quoi l'oligarchie, de quoi le système, de quoi l'État profond a le plus peur. L'État profond a beaucoup plus peur des manifs de gilets jaunes que des manifs de black, hein. Et j'ai bien expliqué pourquoi, parce que c'est que des parasites et des prédateurs stipendiés sous contrôle, manipulés et manipulables, et qui représentent pas grand-chose à part un peu de prédation, alors que les manifs de gilets jaunes, surtout quand ça va tourner aux gilets bruns, là c'est le potentiel révolutionnaire, c'est la France profonde, c'est la France du travail, c'est la France légitime. Et on voit bien d'ailleurs que le système fait tout pour opposer des manifs de black aux manifs de gilets jaunes, hein, bien sûr. Hein. Alors la famille Traoré cumule à la fois parasites et prédateurs. Alors d'abord je me suis renseigné parce que c'est pareil, l'antiracisme institutionnel qui vient, vous savez de quelle communauté, qui a un mépris communautaire qui dès l'origine, vous parle des Noirs comme si c'était noir. En réalité, la réalité africaine est aussi complexe que la réalité européenne. Hein. Donc moi je me suis renseigné sur ce qu'étaient les Traoré. On m'a dit les Traoré, c'est des nomades musulmans d'une région d'Afrique qui sont considérés par les autres noirs, eux, sédentaires et souvent d'ailleurs chrétiens, comme des Roms. C'est-à-dire que ce sont des parasites prédateurs qui sont méprisés. Et en fait, les Traoré, c'est quoi ? C'est un père qui a 4 femmes, ce qui est déjà contraire à la loi française. Alors il doit avoir une épouse légitime et le reste, machin. Et son but, c'est de vivre sur le dos des gosses, exactement comme font les Roms et le plus bas de l'échelle du parasitisme ethnico-social, c'est de faire un maximum d'enfants pour vivre des allocations. Je crois que le père Traoré, il a 17 gosses. Hein, voilà. Donc on pourrait déjà chiffrer ce que ça fait en allocation familiale, pris sur le dos des gens qui représentent le Sidunati, c'est-à-dire des patrons de PME, TPE, asphyxiés, qui travaillent énormément et qui sont asphyxiés par la fiscalité. Donc, le père Traoré est un parasite qui vit de l'escroquerie, on va dire, des allocations familiales et qui est de fait un polygame, ce qui est interdit en France. Et il se trouve que dans cette liste 17 enfants, il a 5 fils, ce qui fait une fratrie de mecs balèzes, qui est un gang, en fait, de petits voyous. Alors là, on est dans la délinquance, qui terrorise le coin où ils habitent et qui sont des délinquants multirécidivistes passés par la prison, etc. C'était 4 mois après la mort d'Adama. La maire de la ville avait reçu des menaces
notamment des frères Traoré, et le conseil municipal devait étudier la mise en place d'une protection pour l'élu. 2 des frères ont voulu assister à cette réunion où on allait parler d'eux, on leur a refusé l'entrée, une bagarre a éclaté, une policière a reçu un coup de poing dans la figure, Bagui et Issoufou Traoré ont été arrêtés. Mais leur arrestation a aussitôt provoqué une émeute dans la ville, une dizaine de jeunes, dont un autre frère Traoré, ont arrêté un autobus, ils ont molesté le chauffeur, ils l'ont éjecté puis ils ont mis le feu à l'autobus. Ce qui explique que quand on en interpelle un, on le fasse avec plus d'angoisse, peut-être de violence et de maladresse qui peut effectivement générer des problèmes, que quand on interpelle quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quand on interpelle en général, c'est qu'il y a une raison d'interpellation. Là, on n'était pas dans le contrôle au faciès. On était carrément dans l'interpellation justifiée. Hein, voilà. On a mis le CV des Traoré. Que ces Traoré soient censés représenter, financés par Soros, les Noirs de France, est une injure, je le dis, aux Noirs de France, et une manipulation dégueulasse, je le répète, car ce sont des parasites prédateurs. Hein, et ils font un tort énorme à la communauté noire de France, si tant est qu'une communauté noire existe. Il n'y a pas de solidarité des Noirs, et les Africains sont pas tous frères. C'est pas vrai. Ils fonctionnent par ethnie, hein, c'est-à-dire par famille élargie. Ils sont restés dans cette logique ethnique. Et il y a des hiérarchies très fortes en général qui viennent d'Afrique, parce qu'il y a en fait des familles nobles, on va dire, supérieures et des familles inférieures. Et ces hiérarchies sont reproduites en banlieue. Hein. Mohamedou et son cousin sont victimes de l'esclavage dit par ascendance. C'est loin, je peux le dire, c'est loin. L'esclavage en lui-même, le travail forcé et la traite d'êtres humains a théoriquement disparu dans la région, mais de nombreux villages en gardent les traces. Les personnes appartenant à la caste des prétendus esclaves sont victimes de discrimination et s'ils osent s'en plaindre, les nobles enragent. Ils disent que nos grands-pères et nos arrière-grands-pères étaient des esclaves, qu'ils acceptaient d'être esclaves, alors pourquoi nous voulons nous opposer à cela maintenant ? Il faut bien le comprendre. Et moi j'aimerais que, parce que c'est pas Mélenchon qui fait ce genre de boulot, ni SOS Racisme, ni tous ces salopards issus de la gauche manipulatrice. J'aimerais que, puisque Lugan est un blanc à moustache issu de on va dire de la droite identitaire, donc c'est gênant, j'aimerais qu'un intellectuel noir honnête et cultivé nous fasse, pour Égalité et Réconciliation, puisque nous on s'appelle Égalité et Réconciliation, une sociologie des Noirs présents en France, qui sont français d'ailleurs, mais par en vérité leur ethnie d'origine et leur lieu d'origine, et qu'on verrait qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre un Bavouvi, je sais pas quoi, un Bororo, voilà, il y a des Antillais, il y a des Africains, il y a des régions, il y a des ethnies, etc. Ils sont pas tous potes et pas tous frères. Il y a des hiérarchies, il y a des tensions, puisqu'on voit qu'en fait il y a quand même beaucoup de guerres en Afrique. Et qu'il faudrait sortir de cette mascarade des SOS Racisme en nous disant que l'immigré, pour le fait qu'il était, on va dire, cantonné en banlieue, ce qui est un problème, effectivement, espèce de cité sans identité, laide, et qui sont devenus des zones de non-droit, mais qui ne font pas une identité profonde, sur laquelle d'ailleurs on peut pas construire grand-chose. La question des racines, des origines, etc. Et je pense qu'il faudrait faire ce travail pour montrer que il y a dire les Noirs comme on dit les Blancs en mélangeant les Savoyards, les Bretons et au-delà même les Belges et les Espagnols est un mépris, une manipulation et qui ne permet pas de comprendre grand-chose. Hein, en réalité, quand moi j'ai fréquenté ces gens-là à la Main d'Or, puisque à la Main d'Or j'ai tout vu, hein, le pire et le meilleur, et je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus pervers, et que malheureusement ceux qui parlent au nom des Blacks sont en général des stipendiés, des vendus, des petits voyous malins qui sont payés par les mairies et donc en fait par l'État pour en fait reproduire quelque chose qui est typiquement colonial, qui est Caïda Indigena. Hein, voilà, ce sont des salopards en général, des petits voyous et des menteurs que je me suis pris dans la gueule quand j'ai essayé d'ailleurs d'aider et de faire quelque chose d'utile dans la Main d'Or avec ce combat que je mène toujours avec Dieudonné. Et je peux vous dire que c'est des salopards, des ordures, et que ils sont pas passés pour rien par la prison, et qu'en général ce sont tous des indicateurs de police. Je connais bien ces sujets parce que moi je suis allé sur tous ces terrains-là, j'ai tendu la main, j'ai fait le maximum. Et d'ailleurs, je dis pas que ça marche pas, mais j'ai rencontré les meilleurs et j'ai rencontré les pires. Hein. Et il y a les pires et les meilleurs. Hein. C'est de dire en banlieue, est-ce que les mecs sont gentils ou méchants, c'est pareil. C'est comme se dire est-ce que le blanc est gentil ou méchant. Il y a des méchants puis il y a des gentils. Il y a les deux. Hein. Donc il y a des types en banlieue qui incarnent
quelque chose de très respectable, des mecs qui deviennent des champions de sport, des grands frères qui font le maximum, de l'associatif pour essayer de gérer peu de moyens et que ça se passe pas mal. Et puis il y a des petits enculés, et les petits enculés sont ceux qu'on retrouve à la télé et ceux qui touchent les subventions et ceux qui sont aidés par qui vous savez, hein, voilà. Parce que l'État profond se maintient par le diviser pour régner, par la promotion des pires. Parce que pourquoi aussi? Parce que les pires, c'est ceux qu'on peut, quand on veut les lâcher parce qu'ils obéissent plus, eh ben on a exactement comme Chalgoumi, fiché S, terroriste islamique, etc. On les tient par les couilles. Et je vous garantis que quand vous regardez ceux qui parlent au nom des Noirs en ce moment, ils sont tenus de A à Z, hein, par leur délinquance, leur saloperie, et ils sont dans la main des pires ennemis, effectivement, de l'humanité. Hein, là, je vais mettre Soros. Soros est un ennemi de l'humanité. And I'm not no Black Lives Matter supporter. Like, you're not? No, absolutely. Why not? Because it's not our movement. This is a movement that was given to us by, George Soros and his fucking boys. Hein, et Traoré, c'est Soros. La jeune Traoré, qui est d'ailleurs très mignonne, hein, qui nous la joue Angela Davis, avec une coiffure non, elle est vraiment charmante. Mais je veux dire, c'est vraiment de l'incitation à la haine raciale, le niveau zéro de la politique, et que BFM donne la parole à cette personne dont d'ailleurs j'aimerais bien savoir de quoi elle vit, quelle est sa réalité sociale, parce que ça on n'en parle jamais. Hein. On parle de la feuille d'impôt d'un Le Pen quand on veut l'emmerder. Moi j'ai Tracfin sur le dos, mais les Traoré vivent de quoi? Qui finance le comité Adama Traoré? C'est quand même incroyable cette affaire. Ça fait 4 ans qu'ils payent des avocats. D'ailleurs ils portent plainte contre tout le monde. Hein. Dès que vous les critiquez, peut-être que là ils vont porter plainte contre moi. Hein. Dès que vous les critiquez, ils portent plainte. Donc ça coûte cher tout ça. Ils organisent des manifs monstres. Il y a beaucoup des t-shirts, il y a des podiums, il y a des transports, etc. Il y a des lobbies derrière pour faire la com. Ça coûte très cher tout ça. Qui finance ça? Qui finance ça? Voilà. Moi ça m'intéresse cette question-là. Est-ce que c'est les mêmes que ceux qui financent Black Lives Matter aux États-Unis? Vous savez que Black Lives Matter, la fondation Ford y a mis 100 millions de dollars. Les gens ne savent pas tout ça. Donc je dis une fois plus qu'il est exactement comme j'avais dit aux musulmans, échapper aux manipulations. Parce que ça va se retourner contre vous. Et à l'époque, j'avais des mecs qui disaient non, c'est très utile SOS Racisme, ça permet des promotions, des machins. Mais je dis ouais, mais vous verrez comment ça va se retourner, c'est fait. Je dis que les Noirs qui se laissent manipuler en ce moment, le même sort leur est réservé à terme. Hein. Vous êtes notre chance. Vous êtes aussi une chance pour la France. Vous verrez que quand Zemmour va monter au créneau avec son pote Onfray pour nous expliquer, au nom du républicanisme bien compris, que la France a le droit comme Israël d'affirmer son identité culturelle et raciale et qu'il y en a marre de la délinquance, etc., etc. On est au pied d'un immeuble place de la République. En haut sur le toit, vous voyez, il y a une grande banderole déployée par des militants du groupe d'extrême droite Génération Identitaire, banderole sur laquelle on peut lire les victimes du racisme anti-blanc. En bas, il y a les manifestants antiracistes qui leur font face et dans leur rang, on entend distinctement crier « sale juif » à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est tout le paradoxe de On a vu des t-shirts justice pour la Palestine, etc. Qu'est-ce que ça vient faire là? Je vais vous dire. Pardon. Cet antiracisme, d'abord, pour moi, est un racisme. Premièrement, et ça je vous l'ai déjà dit. Deuxièmement, cela signifie que ce mouvement est peut-être pas dominé, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements de membres islamistes, de mouvements de militants palestiniens, donc musulmans. Et troisièmement, il y a la haine d'Israël. Pourquoi la haine d'Israël? Parce qu'Israël est un État qui se défend contre justement la loi du nombre, et qui se défend militairement et brutalement. Donc évidemment, il ne supporte pas cet État-là. Donc vous rassemblez tout ça, et vous avez sale juif dans les rues de Paris. Tout le baratin est déjà prêt pour la ratonnade qui va s'étendre. Hein. Ça sera plus seulement l'arabo-musulman, hein, mais il y aura son pote black. Hein. Ça finira de la même façon. N'oubliez pas, Soral a presque toujours raison. Hein. On pourrait imaginer une convention sur des thèmes d'immigration, de sécurité, d'identité, de démographie, et on pourrait imaginer aussi 150 personnes tirées au sort sur ce sujet-là. Et je me propose même d'être président de cette convention. Après tout, toutes les thématiques que j'ai données sont au moins aussi importantes que les thématiques environnementales. On a le droit de vouloir sauver son pays, c'est aussi important que de vouloir sauver la planète. Donc moi, je propose ça. Allons-y. Et un référendum au bout.
Michel Onfray, on a déjà tout annoncé avec le national-sionisme à un moment donné. On a vu que Zemmour, sa limite, effectivement, comme c'est quand même un sioniste identitaire dur, c'est que il faut à un moment donné lui adjoindre quelque chose qui lui permet d'élargir. Et alors on voit bien que cette droite identitaire aujourd'hui peut s'élargir grâce à la, on va dire, l'addition de ce qu'on pourrait appeler une gauche républicaine. Onfray, qui vient, je rappelle, de la gauche libertaire, mais de la gauche libertaire, ce qu'il appelle Nietzschéen de gauche, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi. C'était en fait, ce qu'on appelait le libéralisme libertaire, c'était du boboïsme. Parachever mai 68, c'est un de vos chapitres. Qu'est-ce que c'est que parachever mai 68 ? C'est achever, pas au sens où on achève une bête malade, je dirais, mais oui, parachever, c'est-à-dire considérer que mai 68 a été l'occasion dans l'histoire de France, depuis, je dirais, la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, en passant par les journées de 1830, 1848, la Commune et autres, le Front populaire, je dirais, d'une certaine manière aussi, ça a été l'occasion de faire avancer un certain nombre d'idéaux essentiels, le fait que les femmes puissent accéder plus simplement au divorce ou à l'avortement. Je trouvais que c'était évidemment des progrès et que des progrès comme cela sont encore possibles. D'un seul coup, il se découvre néo-chevènementiste, c'est-à-dire gauche républicaine, avec un tropisme très Troisième République. Je pense que justement s'adresser au peuple, c'est une façon d'être résistant en disant que les tribus ne peuvent pas faire la loi. Si le peuple se constitue, c'est parce qu'il a une conscience de soi, et cette conscience de soi, elle permet de dépasser les tribus. Si maintenant on revient à la tribu, je sais pas quoi, homosexuel, blanc, jaune, corse, juif, musulman, ou enfin les tribus diverses et multiples, ça ne présente aucun intérêt parce qu'on est dans une logique contre-révolutionnaire. La révolution, elle s'est faite, la révolution française, j'entends, elle s'est faite à partir d'un citoyen, qui était d'ailleurs une citoyenne, et ce citoyen, on voulait pas savoir s'il était blanc ou jaune, catholique ou protestant, ça ne présentait aucun intérêt de savoir ces choses-là. Et qu'on voit bien que si aujourd'hui, il fait des papouilles à Zemmour, mais comme d'ailleurs, c'est vraiment un plouc, lui, c'est des gros sabots, Je crois qu'il est d'origine paysanne, ça se voit, et il est lourd, lourd. Les civilisations qui ne se préservent pas disparaissent. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que la civilisation juive dure parce qu'elle se protège. Et il y a des leçons à prendre sur la civilisation juive. Une civilisation qui dispose d'une langue, qui enseigne sa langue, qui fait savoir que il faut adhérer à un projet et que si on adhère à ce projet, alors on peut faire une nation, on peut faire un peuple, on peut constituer une identité, qui n'a pas honte de dire effectivement que tout ce qui menace son identité doit être combattu par les mots, par le verbe, et puis après par la force éventuellement. Il fait des bisous partout à Zemmour, et puis surtout il va sur I24, d'un seul coup Israël est mon modèle, Zemmour est mon pote, et moi j'incarne soi-disant la gauche. Alors le mec il essaie d'amener l'électorat, on va dire, de Mélenchon à un vote que l'État profond essaye de promouvoir. Ils n'ont pas encore le champion, mais ils essaient déjà de créer l'électorat. Comme d'ailleurs, n'oublie pas qu'ils ont fabriqué Macron en 3 mois, ils sont en train de nous en fabriquer un là. Il sera pas issu de la vieille garde politique. Alors ce qui est marrant, effectivement, je crois que Youssef de chez nous l'a déjà dit, ils sont en train de faire en fait ce que j'avais préconisé moi honnêtement, en disant que Marine devrait se rapprocher de Mélenchon, vous rappelez-vous, souverainiste de droite, souverainiste de gauche, droite des valeurs, gauche du travail, que ça aurait été ça le salut de la France. Parce que si Mélenchon, en allant jusqu'au bout de ses analyses politico-économiques, avait dit « je dois bien admettre qu'il y a une convergence entre la ligne politico-économique de Marine et la mienne », ça changeait tout. Je veux dire, Marine était élue. Marine est out, d'abord parce qu'elle est nulle, parce qu'elle s'est sionisée à mort et parce qu'elle est ruinée, voilà, donc elle est sortie du jeu, puis on a compris qu'elle n'avait pas le niveau, et Mélenchon non plus n'a pas le niveau, c'est quand même historiquement un social traître, qui était tenu par le Grand Orient, qui a quand même accompagné toutes les saloperies antisociales depuis les années Mitterrand, et finalement il s'est jamais montré à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer de lui s'il avait eu un sursaut d'oriotiste, et il est déjà fini, à mon avis. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la jonction Marine-Mélenchon, sans Marine et sans Mélenchon. Il s'agit de réunir les souverainistes des deux bords. Il y a effectivement une ligne de fracture entre ceux qui défendent l'État maastrichtien, de droite et de gauche, ce sont les libéraux, et ceux qui défendent un retour de la politique française, et qui sont des souverainistes de droite et de gauche. Sur le plan du fond, c'est le duo gagnant, c'est le duo gagnant en termes d'addition d'électorat. C'est-à-dire, on va dire, une gauche républicaine et une droite souverainiste, Voilà, ça, c'est le ticket gagnant pour le pouvoir. Alors après, on a Zemmour qui fait le boulot à droite, et je dirais Onfray qui fait le tapin à gauche, parce que autant c'est la ligne cohérente de Zemmour, il se bat pour lui-même. J'ai déjà expliqué qui il était. D'ailleurs, je crois qu'on prépare plus ou moins un bouquin qui s'appelle Comprendre Zemmour. On l'annonce déjà, qui va expliquer bien ce que c'est que Zemmour. Mais au moins Zemmour est cohérent, c'est ça que je veux dire. Alors que Onfray, là, il fait le tapin. Il vient de la gauche libertaire, et puis là, il passe maintenant au sionisme dur et à ce qu'il appelle lui le souverainisme, et qui est
souverainisme très très droitisé. Je ne sais pas d'ailleurs qui va réussir à emmener avec lui. Quand on dit on ferait les passer de la gauche à la droite, je dis juste, moi je suis juste resté à une gauche à laquelle vous êtes infidèle. C'est-à-dire que moi quand j'ai voté Mitterrand en 81, je votais parce qu'effectivement j'étais antiraciste, parce qu'effectivement j'étais contre l'antisémitisme, etc., etc. Et aujourd'hui on se dit c'est très exactement l'inverse. On a le droit aujourd'hui d'être raciste, d'être homophobe, d'être sexiste, d'être antisémite, pourvu que ce soit à gauche. Si à gauche on dit effectivement qu'il faut en finir avec l'État d'Israël, si on est antisioniste, on a le droit effectivement d'y aller en disant les Juifs, le capital, les États-Unis, etc. Là on a le droit, on n'a pas de problème. Je ne sais pas ce qu'on lui a promis pour qu'il bascule comme ça. Je ne sais pas quel compte il règle. Hein. C'est assez mystérieux, mais je pense que c'est un peu lourdingue. Je suis pas sûr que ça marche. En tout cas, il sert aujourd'hui de force d'appoint de gauche à Zemmour, qui effectivement a bien réussi à rassembler à droite, notamment d'ailleurs à un moment donné avec l'aide je rappelle, de notre ex-camarade Vincent Lapierre, qui a fait la pute comme à chaque fois, comme il faut quand il faut, mais qu'effectivement la limite de Zemmour, il peut faire le plein à droite, c'est à gauche que ça passe pas du tout. Même dans sa communauté d'ailleurs, vous avez remarqué, qu'ils sont attachés quand même, qu'ils préfèrent être alliés à l'immigré stupide qu'au facho qui est pas si con. Hein. C'est un peu ça le calcul que font les autres. Hein. Voilà. Et là, Onfray arrive pour amener. J'arrive avec mes bataillons de gauche. Je ne sais pas ce qui lui restera comme bataillon de gauche avec toutes les concessions de droite qu'il fait. Ça, c'est un peu le mystère. Mais il n'est pas tout seul, puisque je sais qu'il monte une revue. Il y a Stéphane Simon, que j'ai bien connu à l'époque où il travaillait pour Ardisson. Oui, j'ai connu Kebas. Je les connais tous. Hein. Je les ai tous vus ramer pendant 30 ans pour atteindre un certain statut. Bon, il n'y a rien à dire. C'est des producteurs, c'est des petits mecs qui gagnent bien leur vie et qui sont des professionnels du média. Et je vois le Stéphane Simon arriver là. C'est jamais bon signe. Hein. Ce genre de mecs n'ont jamais été des purs, des militants, des gens avec la moindre idée. Hein. C'est des professionnels. Voilà, on va dire. Hein. Donc, et puis ça s'appelle Front Populaire. Ce qui est marrant, c'est que le Front Populaire, c'est, quand je l'explique moi dans Comprendre l'Empire, le dernier coup qu'a joué ce qu'on appelait à l'époque la plutocratie judéo-maçonnique, l'état profond de l'époque, hein, l'oligarchie, pour repousser la révolution nationale. Que le peuple continue à croire en la démocratie et à se soumettre ainsi à l'infime minorité illégitime au regard des principes et spoliatrice au regard des méthodes des maîtres de l'argent est donc la clé du pouvoir, vitale pour le pouvoir. Que le peuple cesse d'y croire, en effet, et c'est la révolution. Et vu l'ampleur du mensonge démocratique précédemment décrit, une révolution qui ne signifie pas seulement pour les élites de l'argent la perte du pouvoir, mais par leur mise à mort physique, la perte de la vie tout court. De ce point de vue fondamental, le pouvoir est plus important que l'argent. L'argent n'étant plus, à un certain niveau de richesse et d'accumulation parfaitement abstrait, que le moyen du pouvoir. Ainsi, conscient de ce danger, le pouvoir de l'argent sait, à certains moments et à certains endroits, sacrifier en partie l'argent pour maintenir et pérenniser sa domination. Alain Soral, Comprendre l'Empire, chapitre 5. D'où l'obligation de certains investissements moins rentables. New Deal, Front Populaire, 30 Glorieuses. Vous avez 36 Front Populaire, Blum, 40 Pétain, Révolution nationale. Donc c'est pas par hasard que ça s'appelle Front Populaire. Hein. Bon, il y a France Insoumise, FI, Front Populaire. On voit bien qu'il va chercher le public de Mélenchon et qu'il amène finalement le public de Mélenchon là où Mélenchon n'a été incapable d'aller. Je rappelle que Mélenchon, encore hier, la seule chose qu'il a pu faire, c'est déclarer la guerre à la police en disant que la police était venue l'emmerder dans ses locaux. Le syndicat de police qui est capable de menacer des juges, comme l'a fait le syndicat Alliance, sans que ni la garde des Sceaux, ni le ministre de l'Intérieur ne disent rien, qui est capable d'assiéger un siège politique, en l'occurrence le mien, sans que personne ne dise rien. Je rappelle que la police obéit au pouvoir. Hein. Quand vous prenez le pouvoir, vous avez la police avec vous. Et ce con de Mélenchon, s'il avait été capable d'avoir le courage politique d'aller réellement au pouvoir, ce qu'il n'a jamais eu, il aurait les flics avec lui. Hein. Il pourrait même me les envoyer sur le dos. Les flics n'ont aucun état d'âme. Hein. Ils obéissent à tous les pouvoirs. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est une donnée constante. Vous prenez le pouvoir, vous avez les flics et l'armée avec vous. Hein. Voilà, point. Voilà. Donc là, Mélenchon, une fois de plus, a montré sa bassesse, ses limites, et même son côté un peu colérique, con, quoi. C'est-à-dire qu'il manque en vieillissant, il est de moins en moins politique. C'est qu'il s'est pas remis, finalement, d'avoir subi ce que subissent les gens comme moi et le Front National depuis toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se faire réveiller le matin avec sa maîtresse dans le plumard et se faire emmerder sur ses comptes de campagne. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il a eu une petite tentative d'oriotiste, il s'est pris dans la gueule exactement ce que se prend Marine Le Pen en permanence. Parce que Marine Le Pen n'est pas mon amie, mais elle se prend ça en permanence. Voilà ce qu'est le macronisme. Vous avez vu ? Chez moi, la perquise. Chez lui, rien. Les dénonciations des gens d'extrême droite. Et d'un pauvre petit président de commission
des comptes de campagne, un failli qui a même pas fait son travail, doublé d'un pourri qui a pas réservé, qui a pas tenu son droit de réserve. Ça fait des mois que ça dure, que nous sommes persécutés. Ça s'appelle le combat politique. Donc il a pas tenu beaucoup, il a découvert ça a pas duré longtemps, hein, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons au sommet de la pyramide ce que j'ai appelé l'état profond, hein, c'est-à-dire la domination communautaire évidente, qui en fait essaie de se maintenir en créant trois pôles d'abrutissement et de grossièreté et de violence potentielle. Le maghrébin terroriste islamique, le noir racaille parasite et le blanc facho flic, hein, voilà. C'est pas avec ça qu'on va sauver la France, et je crois qu'à un moment donné, il faudrait que le vrai musulman, le vrai noir, si tant est que ça existe, et le vrai blanc discutent ensemble en se passant de l'intermédiaire et du manipulateur qui est au-dessus, qui ne se maintient que par le diviser pour régner et qui incite à la haine. Je rappelle que la haine dont il parle tout le temps est le fondement même de l'Ancien Testament, hein. C'est une religion de haine, un dieu de haine, et tout leur désir de domination fonctionne sur deux mamelles, le mensonge, le vol, hein, et qui sont des expressions systématiquement du mépris et de la haine de l'autre. Et que cette haine, on le voit dans l'histoire, est capable d'aller très très loin. On le voit déjà en lisant l'Ancien Testament, qui est quand même un ramassis d'assassinats, de viols et d'inceste d'ailleurs. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune: « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Genèse, chapitre 19. Et je le répète pour les gens qui me traitent de martionniste, l'Ancien Testament est le fumier sur lequel a fleuri la fleur du Christ. Hein, voilà. Hein, quand je dis ça, je crois que j'ai tout dit. Les cathotrades peuvent fermer leur gueule. Voilà. Et ça se voit aujourd'hui par les travaux pratiques qui s'appellent Israël. Hein. Donc je rappelle à Michel Onfray que c'est quand même un peuple en armes, gavé de haine, qui persécute depuis plus de 70 ans maintenant un petit peuple qui leur avait rien demandé, qui sont les Palestiniens, qui étaient là depuis des siècles et des siècles, et qui sont traités comme des sous-hommes, hein, voilà, statutairement et concrètement et quotidiennement. J'ai l'impression d'être chez moi en Israël. Merci. Et que Onfray s'assoit sur la souffrance palestinienne prouve que c'est un salopard. Et je te le dis, Onfray, les yeux dans les yeux, tu es pour moi une et un hein, voilà. Hein, un philosophe de troisième zone, tu n'es pas philosophe, tu es prof de lycée de philosophie, il n'y a pas de pensée philosophique dans ta pensée, c'est un collage de libertarisme et d'un seul coup d'identitarisme avec la question sociale qui vient là comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a pas chez Onfray de pensée, c'est pas ça une pensée cohérente et structurée. À la limite, il y en a beaucoup plus chez Zemmour. Et pour moi, Onfray a rejoint le camp des salopards. Alors je ne sais pas ce qu'on lui a promis pour ça et ce qu'il espère et ce qu'il vise, mais lui aussi aura un jour à rendre des comptes aux vrais souverainistes. Hein. Je le dis en regardant bien la caméra. Hein. Si on prend du recul par rapport à tout ce qui s'est passé, Covid plus incitation à la haine raciale et à la guerre raciale, qui en fait vise à chaque fois ce que j'appelle le petit blanc, c'est-à-dire en fait la classe moyenne entrepreneuriale majoritairement blanche qui crée la valeur ajoutée et qui est pressurée à mort par la fiscalité, qui permet aux parasites du haut et aux parasites du bas de vivre
confortablement sur le travailleur français, par la surfiscalité. Si on comprend bien aujourd'hui, cette classe moyenne, petit blanc français, est en voie de radicalisation et de révolution, et ce serait une révolution que l'ennemi qualifierait de type de fasciste, et que donc on est dans de la guerre préventive et qu'on est en train donc de l'affaiblir par tous les moyens et de le menacer par tous les moyens, menacer de violence raciale par les Noirs et menacer de destruction de sa capacité, de son outil de travail par le confinement abusif et délirant. Et le message qu'il lui a envoyé une fois que cette ingénierie est mise en place, on lui dit voilà, soit tu as comme choix de renouveler le bail de la prédation du haut, c'est-à-dire de la prédation économique, sinon on te met dans la gueule la prédation physique du bas, le black parasite prédateur poussé à la haine jusqu'au bout. Voilà, c'est ça l'ingénierie qui se met en ce moment en place. Et je répète, s'il y a une menace qui s'exerce en ce moment, elle s'exerce sur le petit blanc de la classe moyenne, qui est la France, je rappelle, la France historique, la France de souche, et elle s'exerce par des parasites délinquants noirs, instrumentalisés par des parasites état profond. C'est clairement ça, quand on prend le recul que devrait être capable de prendre un mec comme Onfray, que Zemmour a parfaitement compris, et qu'un Lapierre est à la fois trop lâche et trop con pour comprendre. Voilà. C'est une ineptie, je suis pas d'extrême droite. Oui, c'est pareil. L'Italie, c'est l'histoire. C'est le pays où il y a eu le fascisme. Et je le rappelle, le fascisme, c'est du national-social. C'est Mussolini qui a inventé ça. Et c'est pas tout à fait ce qu'on nous en dit, même si malheureusement le côté impérialisme néo-romain et finalement racialisme les a foutus en l'air. Voilà, ils sont cons. Il fallait pas vouloir renouer avec les conquêtes et se contenter de faire du national-social. Il sera encore là, quoi. Et ça, c'est évidemment. Est-ce que le fascisme est séparable de son tropisme racial? C'est une vraie question que je pose. Moi, je viens de la gauche marxiste. Historiquement, ni Hitler ni Mussolini n'ont été capables de séparer les deux, et c'est pour ça qu'ils se sont cassés la gueule. Et d'ailleurs, quelque part, ils ont mérité de se casser la gueule, parce que s'ils étaient restés sur le national-social sans basculer dans le délire racial, alors le délire racial hitlérien, on le sait, c'est Deutschland über alles, c'est la suprématie du germain arien, et c'est le règne pour 1000 ans, et c'est en fait un judaïsme inversé. Nous sommes le vrai peuple élu, nous la race des seigneurs. On voit où ça l'a mené. Alors qu'il se serait contenté de faire du national social, il serait encore là. Et Mussolini s'est senti obligé de faire la même chose en voulant renouer avec l'empire romain et l'impérialisme, en essayant de botter le cul des Libyens, de ce qui n'était pas encore d'ailleurs les Libyens. Et c'est là que ça a tourné à la catastrophe. Et puis aussi de rejoindre l'Axe, parce qu'on lui a pas trop laissé le choix. En réalité, si ça n'avait pas basculé dans la guerre, le bilan était très positif, le bilan social. C'est le premier d'ailleurs à avoir fait du social et du national comme ça. Après, le Front populaire n'a fait qu'imiter ça en France, n'oubliez pas. Et Staline a fait un peu la même chose en partant de beaucoup plus bas en URSS. Voilà. Donc, on a bien en Italie, qui a d'ailleurs subi le pire confinement, qui a été le plus destructeur pour l'Italie du Nord, qui est le poumon économique de l'Italie, qui était en train d'échapper au pouvoir, on va dire, otanesque sur le plan géopolitique et économique, et de rejoindre la nouvelle route de la soie. On peut expliquer tout ça. Donc, ce confinement ultra-violent qu'il y a eu en Italie était aussi une destruction de la classe moyenne blanche entrepreneuriale, de la plaine du Pô, pour leur apprendre à obéir et à se soumettre. Et on voit bien qu'ils sont en train de basculer aussi des gilets jaunes aux gilets orange. Un migliaio di persone in Piazza Duomo, Milano alza la voce, in contemporanea si riempiono anche le piazze di numerose altre città, Palermo, Catanzaro, Napoli, Cagliari e poi ancora Firenze, Bologna, Torino, Venezia, solo per citarne alcune. Sono i gilet arancioni e il popolo degli indignati, stanchi e vessati da una situazione che ha messo in ginocchio intere famiglie. Siamo contrari a questo governo, a questo regime e a questo modo di vivere. Quelli che sono qua a governarci devono venire nelle piazze a spiegare quello che stanno facendo, perché a 20.000 euro al mese mi devono spiegare cosa stanno facendo. Ci hanno ridotti alla fame, ci hanno chiusi il lockdown e hanno liberato i criminali. Questo governo deve cadere. Chiare e dirette le richieste della piazza, nessuna deroga ai diritti e alle libertà fondamentali violate, sostengono i manifestanti, da un lockdown durissimo e ingiustificato. Vogliono tenerci con il discorso del terrore per coprire tutte le schifezze che hanno fatto. Non dite anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti.
per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. E allora dico, almeno qui diciamo la verità. Misuriamoci con la Germania, siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. Donc c'est du préfascisme tout ça, et que je le dis, le fascisme bien compris est ce qui fait le plus peur à l'État profond et à l'oligarchie. Les antifas et les gauchistes ont été dressés pour ne jamais comprendre en quoi ça consiste, sinon ils rejoindraient. Hein. Et fatalement, si la classe moyenne n'est pas détruite et mise au revenu universel, il est certain qu'à un moment donné, l'État profond et l'oligarchie mondiale se les prendra dans la gueule dans un processus révolutionnaire hautement plus sérieux que la mumuse adolescente immature des gauchistes qui d'ailleurs justifie pleinement que Trump s'en prenne aux antifas. For President Donald Trump, the culprits are clear. The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs. Il a parfaitement raison parce que si c'est les antifas le problème, c'est-à-dire que la solution c'est les FA. Hein. Voilà, mais les FA bien compris. Hein, voilà. Je rappelle que les États-Unis ont toujours de l'avance sur nous, et que ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par se passer en France. La racialisation des rapports sociaux, le communautarisme, on y est. Et je vois qu'en Russie, d'ailleurs, dans un autre genre, ils ont eu Poutine pour les sauver, après l'effondrement de l'URSS et l'époque Epstein, qui était une catastrophe totale. Et aux États-Unis, ils ont eu l'élection étrange et un peu miraculeuse de Trump. Et d'ailleurs, on voit bien que l'État profond aux États-Unis fait tout pour empêcher la réélection de Trump, qui dit bien qu'en fait, il est sur le point de battre l'État profond. I have a chance to break the deep state. It's a vicious group of people. It's very bad for our country. Et qu'il est là, comme quoi le projet QAnon a une certaine réalité, pour drainer le marais. Et c'est pas très dur de comprendre ce que veut dire État profond quand on additionne les forces qu'il y a derrière. Hein. Donc l'espoir c'est Trump, hein, je me suis pas trompé, qui d'ailleurs a bien dit qu'il voulait pas se laisser mener ni par l'État profond, c'est-à-dire les parasites du haut, ni se laisser emmerder, menacer par les parasites du bas qu'il appelle les antifas. D'ailleurs, il appelle pas les noirs, il est très intelligent, il est vraiment très intelligent politiquement Trump. Il a pas dit j'ai un problème avec les noirs, il dit j'ai un problème avec les antifas, parce que c'est les antifas qui manipulent les noirs manipulables, ceux qu'on montre d'ailleurs et ceux qui se montrent, et les antifas c'est les réseaux Soros. C'est toujours pareil, c'est cet État profond gauche dont la spécialité n'est pas de la question sociale, mais la manipulation des communautés toujours pour son avantage et sur le long terme au détriment des communautés manipulées. Hein. Oui, moi j'avais dit il y a des années, il nous faut un Poutine français. J'avais dit à un moment donné, il nous faut un Chavez français pour son courage politique et son côté rassembleur et son charisme. Après, sur le bilan du Venezuela, c'est un peu plus compliqué. Puis c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, je dis, il nous faut un Trump français. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, to fame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders, deface our most sacred memorials, and unleash a wave of violent crime in our cities. Many of these people have no idea why they're doing this, but some know exactly what they are doing. They think the American people are weak and soft and submissive. But no, the American people are strong and proud, and they will not allow our country and all of its values, history, and culture to be taken from them. Et le Trump français, on ne sait pas d'où il va sortir, mais ça ne sera pas du tandem Zemmour-Onfray. Le tandem Zemmour-Onfray, on a bien vu le tropisme sioniste, hein, et puis surtout l'accueil médiatique qui est un signe. Il devrait être diabolisé, sinon, il est vraiment diabolisé, comme je le suis moi. Hein. Le Trump français, on le cherche encore, mais on est dans des périodes où, rappelez-vous, comme Macron, ils l'ont sorti du chapeau. On est dans une période où il n'y a plus aucun leader politique traditionnel. Ils sont tous cramés, il n'y a personne, vous ne pouvez pas me citer un seul nom. Et où en fait, on est dans une période de kairos, hein, comme je dis, où un type peut sortir du jour au lendemain,
un Lassalle, un Gave, j'en sais rien, hein, et peut-être ramasser la mise. Hein. Il nous faut un Trump français, et ce n'est pas le tandem Zemmour-Onfray qui nous l'apportera, ça c'est certain. Zemmour-Onfray, c'est le tandem pour sauver, une fois de plus, parce que j'appelle les alternances fonctionnelles, renouveler le bail de l'État.